Alors, à nouveau, je me présente. Marc de Coninck, retraité du monde de la santé, qui a été organisateur pendant 35 ans au SUS de la capitale nationale et qui a souvent animé des activités citoyennes, notamment des débats de campagne électorale. Je l'avais déjà fait pour la PVR lors de l'élection fédérale. Avant de vous présenter nos panélistes, nos candidats qui vont prendre la parole tout à l'heure, et de vous parler du déroulement plus précis de l'activité, je vais dans un premier temps donner la parole à Mme Judith Gagnon, qui est la présidente de l'Association québécoise de défense des minorités, la section des Alors, merci Marc. Ça me fait plaisir de prendre la parole. Écoutez, je veux que ce soit un moment magique parce que les enjeux sur le vieillissement de la population, sur les aînés, c'est très important. Puis on touche un temps encore plus important. On a vécu la pandémie, il s'est passé des choses, il y a différents besoins des aînés qui sont sortis, notamment l'hébergement, les soins à domicile. Je veux que vous ayez la chance, les personnes qui représentent des partis politiques, de dire qu'est-ce que votre parti va faire pour les aînés. On attend ce moment depuis un bon bout de temps. On veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, écoutez, je vous remercie. Je remercie les participantes et le participant d'être ici aujourd'hui. Et je remercie aussi les gens de la QDR Québec qui veulent se renseigner. C'est un moment magique, je vous le dis. Ce moment-là est important parce que vous allez pouvoir savoir vraiment qu'est-ce que chacun des partis va nous présenter par rapport aux personnes aînées. Alors, je vous laisse avec M. de Coninck et je suis encore avec vous parce que ça m'intéresse énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter. On a 4 candidats qui vont vous adresser la parole au cours de ce débat. Il y en a un qui est un petit peu en retard pour des enjeux logistiques. Mais avant de vous les présenter, d'abord les remercier d'avoir accepté de participer à cette activité organisée par la QDR et de partager avec vous leurs réflexions par rapport aux enjeux de société, par rapport aux actions aussi que leur parti veut mettre de l'avant. Je trouve aussi important de les remercier parce qu'on ne le dit pas assez. L'engagement politique, c'est un défi de taille. On l'a bien vu depuis le début de la campagne et quel que soit le parti, quelle que soit la plateforme, je pense qu'il faut saluer le fait que des hommes et des femmes décident de se lancer dans cette aventure du service public. Et sachant très bien que en cours de campagne, on voit beaucoup les chefs de parti. Mais vous savez que la politique, c'est pas uniquement les chefs de parti. C'est aussi celles et ceux qui jouent le rôle de député, qui sont sur le terrain. Merci à vous 4 de vous engager. Il y en a un qui est déjà dans cette aventure-là. Donc, le premier candidat que je vous présente, c'est Jean-François Simard de la coalition Avenir Québec, qui est candidat dans le comté de Montmorency. Un simple bonjour, M. Simard, vous aurez la parole tout à l'heure. Bonjour. Ensuite, Mme Annie-Pierre Bélanger de Québec solidaire, candidate de Québec solidaire, elle aussi dans le comté de Montmorency. Ensuite, Mme Julie White du Parti libéral du Québec, dans le comté de Jean-Talon. Bonjour, Mme White. Et va se joindre à nous tout à l'heure, si tout va bien. Sinon, ben, ce sera un débat où on entendra juste 3 candidats ou candidates. Monsieur Lucien Rodrigue, pour le Parti québécois, dans le comté de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Le Parti conservateur du Québec n'a pas délégué de candidate ou de candidat pour ce débat. Maintenant, même s'ils se présentent dans un comté, ils sont ici aujourd'hui pas simplement pour parler de leur comté, ils sont ici principalement. La QDR a approché chacun des 5 grands partis et leur a demandé d'identifier une personne au nom de leur parti qui participerait à ce débat. Donc, même s'il y a 2 candidats, par exemple, du comté de Montmorency, ce n'est pas un débat sur l'élection de Montmorency. C'est vraiment un débat sur l'élection
au Québec et dans la région de Québec. Alors, en préparation de ce débat-là, comme à chaque débat politique organisé par la QDR, il y a un certain nombre de bénévoles qui ont identifié des thèmes qui nous préoccupent particulièrement. Et 5 thèmes ont été retenus. Le premier thème, ce sera une surprise pour personne, c'est le thème de la santé, qui va se subdiviser lui-même en 3 sous-thèmes, c'est-à-dire les services de première ligne, les services à domicile et l'hébergement. Ensuite, il y a un thème, et sur le grand thème de la santé, chacune et chacun auront 5 minutes pour vous adresser à la parole. Ensuite, il y aura le thème du logement, ils auront chacune et chacun 3 minutes. Le thème du transport collectif, 3 minutes à nouveau. La pauvreté des aînés, 3 minutes. L'environnement, 3 minutes. Et à la toute fin, ils auront un dernier tour de parole en conclusion de 3 minutes chacune et chacun. On va faire ça en alternance. Pour le premier thème, après que j'ai placé les grandes lignes du thème, ce sera M. Simard qui prendra la parole pour une première 5 minutes, ensuite Mme Bélanger, ensuite Mme White, et ensuite M. Rodrigue, s'il s'est joint à nous à temps. Et quand on arrivera au logement, bien, on entendra. Il n'y a pas d'échange entre les candidats ou les candidates, donc chaque prise de parole est prise de façon indépendante. On voulait pas, on le sait que dans les débats très médiatisés à la télé, parce qu'on veut un peu de politique spectacle, et des fois, ça devient un peu difficile. Il y a beaucoup de commentaires à l'effet que il est difficile de se faire une tête très précise parce que les gens se coupent, les gens ne s'écoutent pas vraiment. Là, on préférait une formule où vous pouvez bien entendre ce que chacune et chacun va vous dire. Il y aura peu d'interventions de ma part, sauf si le temps est rempli, puis là, je leur ferai signe simplement. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez aller dans l'onglet en bas de votre écran, l'onglet discussion ou chat, si vous avez la version anglaise de Zoom, et vous pouvez soit faire un commentaire, poser une question. Il n'est pas sûr qu'on va avoir le temps de prendre des questions du public. Votre question doit s'adresser à l'ensemble des candidats et candidats. Ça ne peut pas être une question juste pour une personne. La question doit pouvoir être posée à chacune des 4 personnes. Mais même si on n'avait pas de temps, vos questions vont être utiles parce qu'elles vont servir à la QDR qui continue de faire des représentations en campagne électorale auprès des grands partis. Donc, c'est bon pour eux de sentir le pouls de leurs membres. Et ne vous laissez pas influencer, et là je m'adresse principalement aux candidates et candidats, ne vous laissez pas influencer par le nombre de participants en bas de l'écran parce qu'après aujourd'hui, l'activité d'aujourd'hui va être mise en ligne. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui vont entendre vos propos que les gens qui... Il y a déjà une cinquantaine de personnes qui étaient inscrites. Au moment, il y a une trentaine de personnes présentes. Mais il y a beaucoup plus de gens qui vont avoir accès à ces échanges. Alors, voilà, sans plus attendre, M. Rodrigue. Ah, M. Rodrigue arrive. On va prendre une seconde pour l'accueillir. Bonjour, M. Rodrigue. Bonjour. Je m'excuse d'être en retard. Je ne pouvais pas abandonner l'autre débat. Je vous coupe tout de suis suite. Désolé. Merci de m'accueillir. Je vous coupe tout de suite, M. Rodrigue. J'étais justement en train d'expliquer le déroulement. Vous allez donc avoir une version rapide. On va aborder 5 thèmes en séquence. Le thème de la santé, ensuite le thème du logement, ensuite le thème du transport collectif, le thème de la pauvreté, le thème de l'environnement et ensuite un mot de conclusion. Pour le thème de la santé, vous aurez chacune et chacun 5 minutes. Pour les autres thèmes, vous aurez chacune et chacun 3 minutes. Et ce sera en alternance. Donc, on avait convenu de l'ordre avant. Monsieur Rodrigue, vous serez le 4e sur le premier thème, soit celui de la santé. Et un peu plus tard, vous arriverez en premier. Je vous le dirai à chaque fois que j'introduis. Le cas échéant où vous dépassez légèrement votre temps, ça se peut que je vous demande de conclure. Alors, mais encore une fois, merci beaucoup à vous, M. Rodrigue. On a remercié les autres participants. Merci à vous de vous prêter à l'exercice et de participer à ce débat. Et comme je le disais, il n'y a pas uniquement les gens qui sont en ligne, parce que le débat va être lui-même mis en ligne. D'autres personnes vont pouvoir l'écouter après. Alors, sur le premier thème de la santé, ça surprend certainement personne de savoir que dans un débat organisé par une organisation comme la QDR, que la santé, bon an, mal an, quand on fait des sondages auprès de la population partout au Canada ou au Québec, et qu'on demande aux gens quelle est leur préoccupation première,
la santé finit toujours par être en tête de liste ou pas loin. On vient de traverser, comme l'a dit Mme Gagnon, 2 ans de pandémie. On traverse aussi une pénurie de la main-d'œuvre qui a un impact sur l'offre directe de services de santé à la population. Il est tout à fait compréhensible que ce soit un enjeu qui soit prioritaire pour les élus. C'est source souvent, on va se le dire, d'anxiété. Les enjeux associés à la santé, on est beaucoup plus insécure, on est souvent plus vulnérable. Ce qui ne veut pas dire que âge égale automatiquement vulnérabilité. Les aînés sont des citoyennes et citoyens à part entière, mais c'est sûr qu'ils sont plus à risque de contracter une santé et d'avoir des complications. Donc, les enjeux de santé sont particulièrement importants. Il y a 3 sous-thèmes associés au grand bloc de la santé. Toute la question de la première ligne, donc l'accès à un médecin de famille, mais la première ligne, c'est aussi comment est-ce qu'on a accès à de l'information facilement, de plus en plus. L'information est en ligne, souvent plus vulgarisée. Le réseau de la santé, pour y avoir œuvré moi-même plus de 35 ans, est d'une complexité dont c'est difficile parfois de se démêler. Prendre un rendez-vous, pour certaines et certains, c'est des fois un peu le parcours du combattant. Donc, la première ligne. Les services à domicile, moi, j'ai commencé en CLSC en 1985 et on nous disait à l'époque, on sous-investit au Québec en soutien à domicile. Quand j'ai pris la retraite il y a 2 ans, on disait, on sous-investit au Québec en soutien à domicile. Donc, les services à domicile, c'est une préoccupation de tout temps. C'est souvent ce qui fait la différence entre la capacité de demeurer chez soi, de devoir aller vers l'hébergement. Or, on sait que plus on demeure chez soi longtemps, plus il est facile d'avoir une vie pleinement. 3e sous-thème, les 3 sont interreliés, ce sera à vous de décider auxquels vous accordez plus d'importance. Celui de l'hébergement. L'hébergement, il y a de la question notamment de la disponibilité d'hébergement, soit d'hébergement public en CHSLD, soit d'hébergement en ressources pour personnes âgées, privées ou sans but lucratif. La question des coûts associés à ça. Mais aussi toute la question de l'accompagnement. La démarche qui conduit un aîné ou une aînée vers l'hébergement est souvent une période de vie assez stressante et anxiogène. Donc, ça soulève des enjeux d'accompagnement et la pandémie l'a bien illustré, au cœur des enjeux associés à l'hébergement et à la dignité des personnes aînées. La pandémie a été un dur rappel. On a tous. Donc, sur les enjeux de la santé, quelle est la vision de votre parti et qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer la situation? Monsieur Simard, vous avez 5 minutes. Alors, merci beaucoup à vous, M. Deconinck. Et puis, d'entrée de jeu, vous me permettrez quelques remarques introductives. D'abord, pour saluer Mme Gagnon et remercier la QDR d'organiser ce débat très, très important. Je salue mes collègues candidats des autres formations politiques, en particulier Mme Bélanger, qui est avec moi dans Montmorency. Et vous me permettrez, sans être abusivement partisan, de déplorer l'absence d'un représentant du Parti conservateur pour des gens qui ne cessent de faire des leçons sur la démocratie. Franchement, je laisse aux gens le soin de tirer leurs propres conclusions. Alors, campons l'objet dont on parle. C'est très important parce que certains pourraient dire, par exemple, de l'inflation, que c'est un enjeu ponctuel, d'autres plus permanent, mais sur la question de la place des aînés dans la société québécoise, c'est un enjeu sur le très long terme. Toutes les statistiques le confirment. Les projections nous démontrent que la société québécoise aura de plus en plus d'aînés de plus de 65 ans jusqu'en 2066. Dans l'ensemble de la province du Québec, on aura 25 d'aînés de plus de 65 ans en 2031. Donc, c'est demain. Et dans la grande région de la capitale nationale, nous avons déjà atteint ce niveau de 25 et plus en 2017. Si on le compare avec d'autres pays industrialisés, bien, ma foi, on dépasse la France, on dépasse l'Italie, on dépasse même l'Allemagne, on est à peine sous le Japon, c'est dire que nous sommes l'une des sociétés qui comprend le plus grand nombre d'aînés au prorata de sa population. Et donc, ça nous amène à penser de manière renouvelée notre société. Alors, eu égard tout particulièrement à la santé, vous savez qu'en arrivant au pouvoir en 2018, nous avons hérité d'un système qui était largement hypothéqué, largement fragilisé, et la pandémie que nous avons connue est venue encore davantage affaiblir cette situation.
Donc, pour remédier aux nombreux problèmes que nous connaissions, Christian Dubé a mis de l'avant ce qu'on appelle le plan Dubé. Permettez-moi quelques lignes maîtresses de ce plan. Donc, ce plan prévoit le décloisonnement de l'acte médical. Le décloisonnement qui commence à peine au profit des pharmaciens, au profit des infirmières, potentiellement au profit des paramédics, de nos ambulanciers qui font partie de la première ligne. Nous avons mis en place un guichet d'accès unique. On en parlait ce matin dans les médias à travers la ligne 811 afin de désengorger nos urgences. Donc, en composant le 811, qui est un numéro déjà bien connu pour Info Santé, pour également les dimensions sociales, on ajoute un accès de guichet rapide à la première ligne. Vous savez que nous avons également annoncé notre intention d'ouvrir davantage nos facultés de médecine afin d'accueillir davantage de médecins de famille, des omnipraticiens, notamment pour nos régions. On a un objectif de 660 nouveaux médecins à terme. Et vous savez qu'en ce qui a trait à l'accès comme tel à un médecin de famille, nous avons négocié avec la Fédération des omnipatriciens. Alors, je vous dis, je tombe toujours sur le mot. Et on a conclu une entente avec nos médecins de famille. Donc, ce n'est pas un chiffre que je vous lance en l'air, afin que 500 000 nouveaux patients puissent s'inscrire d'ici mars 2023. Donc, c'est un chiffre établi avec la Fédération des médecins. C'est un objectif qui se veut consensuel. Mais là où très certainement notre action se démarque encore plus, c'est sur le souci que nous avons, c'est une pierre angulaire, d'augmenter, de bonifier le soin à domicile. Alors, à notre arrivée au pouvoir, nous avions fait un engagement de 800 millions de dollars de plus, et figurez-vous qu'au terme de nos 4 premières années, ce n'est pas 800 millions qu'on a mis, c'est plutôt 2 milliards. Et très concrètement, ce 2 milliards de plus implique que les personnes qui reçoivent des soins à domicile reçoivent en moyenne 25 d'heures de plus qu'auparavant. Donc, ça, c'est une aide appréciable qui fait la différence dans la vie de beaucoup de personnes. Afin de bonifier encore davantage notre offre de services de soins à domicile, pour bien cibler les choses, on a mandaté le commissaire à la santé qui va nous pondre, dis-je, un rapport définitif en 2023, mais pour dès décembre 2022, cette année, c'est à peine dans quelques semaines, on lui a demandé un rapport intermédiaire pour nous aider à bien identifier nos cibles d'action de soins à domicile. Je vous livre également en vrac parce que je vois que le temps passe. Il me reste à peu près quoi de minutes, peut-être, même pas? Une trentaine de secondes. Une trentaine de secondes. On veut bonifier les maisons intergénérationnelles, on veut bonifier l'accès aux centres de jour, on veut carrément briser l'isolement social de certains de nos aînés en investissant davantage dans un programme municipalité amis de nos aînés pour qu'ils puissent briser cet isolement, rester en santé. Et plus tard, je vous parlerai de nos crédits d'impôt remboursables, notamment pour l'achat des fameux boutons d'alerte. Et on va notamment lancer un programme qui s'appelle le programme... Merci, M. Simard. Vous invite à conclure. Non, je vous laisse faire votre dernière phrase. Allez-y. Ah oui, le programme Sécuricable, parce que chez nous, on a un comité de bénévoles, comité d'action Aide 23, qui fait déjà des repas à domicile, mais on va lancer un nouvel outil téléphonique d'appel quotidien automatisé. Alors, admettons, on vous appelle tous les jours à 10 heures. Si vous ne répondez pas la première fois, on vous rappelle une deuxième fois. Puis si vous répondez Merci. Alors, vous avez vu, j'ai changé de micro. On m'avait signalé que j'avais un petit problème de micro. Alors, avant de donner la parole à Mme Bélanger, je veux être équitable avec tout le monde. J'ai donné au début, M. Simard a pris le temps effectivement de se présenter et de dire ses premiers mots. Donc, vous avez, je lui ai déjà d'entrée de jeu donné 20 secondes de plus que je vais donner à tout le monde. Et disons-le, c'est un des bénéfices d'avoir simplement 4 partis au lieu de 5. Vous remercierez les représentants du Parti conservateur parce qu'on va avoir un petit peu plus de temps pour vous entendre. Alors, Madame Bélanger, sur le thème de la santé, avec un petit mot de bienvenue au début, 5 minutes, 5 minutes et demie.
Merci également pour l'invitation. Je suis très contente de pouvoir participer à cet échange, d'autant plus que je suis avec M. Simard, mon vis-à-vis de la CAQ dans ma circonscription, et j'espère que j'aurai une autre occasion là, dans la circonscription de pouvoir échanger avec M. Simard. Je serais contente aujourd'hui de porter le sujet des aînés. Je pense qu'on n'en parle pas assez et on n'en parle pas toujours. On en parle quand il y a des scandales ou des crises dans les médias, mais je pense qu'on a vraiment besoin de faire une grande réflexion de société. Je pense que beaucoup, tantôt M. Simard parlait d'une perspective renouvelée au niveau des soins, mais ça fait très longtemps que la demande de rehausser les soins à domicile est faite par les acteurs du milieu. Donc, je pense qu'on doit aussi ramasser là, toutes ces bonnes solutions qui sont là et on doit les mettre en œuvre. À Québec solidaire, par rapport à la santé des aînés, on veut vraiment revenir au CLSC, donc nos centres de santé de proximité. Les CLSC, c'était un beau projet qui avait été mis en place, bien, vous le savez, dans les quartiers et qui nous donnait accès à la première ligne de soins en santé. Donc, nous, à Québec solidaire, ce qu'on s'est engagé pour l'accès à la santé, c'est de pouvoir, dans son quartier, dans sa municipalité, aller directement vers un CLSC qui serait ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec différents professionnels de la santé. Donc, ce n'est pas une approche seulement centrée sur les médecins de famille, parce que oui, on peut augmenter le nombre de personnes qui vont avoir un médecin de famille. Par contre, en ce moment, est-ce qu'on arrive à voir nos médecins de famille? Pas vraiment pour la plupart d'entre nous. Donc, à la fois, on doit miser sur augmenter le nombre de médecins de famille, mais par ailleurs, on a besoin d'avoir des services de proximité dans nos quartiers. Et à Québec solidaire, on mise également sur le 811. Donc, on veut vraiment que ce service puisse nous permettre, quand on l'appelle, non seulement d'avoir accès à des conseils, mais d'avoir une prise en charge dès la maison. Et si on a besoin de consulter, d'avoir un rendez-vous, de savoir où est-ce qu'on va pouvoir aller consulter à proximité de chez nous. Donc, pour Québec solidaire, c'est vraiment des services là, de proximité au niveau de la première ligne et accessibles. Pour les services à domicile, Québec solidaire s'est engagé à faire un investissement historique là, de 750 millions de dollars. On va vraiment aller doubler l'offre de soins à domicile, des soins publics et communautaire. Donc, on va progressivement là, diminuer la part du privé dans les soins à domicile. L'objectif de ça, c'est d'avoir des bonnes conditions de travail pour les gens qui donnent les soins et ce faisant, bien, de les protéger contre l'épuisement et aussi de les retenir dans leur emploi. Donc, c'est une des façons de contrer la pénurie de main-d'œuvre à laquelle on fait face là, dans tous les milieux, mais en particulier dans les milieux de soins et les milieux qui sont traditionnellement féminins. Donc, avec l'augmentation des soins à domicile, on va avoir donc ces soins-là coordonnés par le CLSC, comme c'est le cas, et en complément, les entreprises d'économie sociale en soins à domicile. Pourquoi c'est intéressant d'aller du côté du public et du communautaire? C'est que dans les deux cas, c'est des services de proximité et c'est des services qui sont ancrés dans leur communauté. Au niveau des entreprises d'économie sociale, c'est aussi des entreprises qui sont démocratiques. Donc, les personnes qui reçoivent les soins peuvent contribuer à décider dans l'entreprise, donc à participer à sa gestion. Au niveau des services dans les résidences privées, bon, on a tellement entendu d'histoires d'horreur. Québec solidaire veut vraiment humaniser les services. On ne veut pas que les gens se sentent comme des numéros. On veut que les gens se sentent chez soi dans les résidences privées. Ce qu'on veut faire, c'est mieux protéger les aînés qui sont en résidence privée en augmentant, en rehaussant les standards dans les résidences privées. Donc, les standards au niveau des soins et des services qui sont donnés. On veut réformer complètement la certification des résidences privées, des résidences de personnes âgées pour permettre notamment d'encadrer les hausses de loyers qui sont parfois abusives et aussi d'obliger le maintien de la mission de la résidence pour personnes âgées, même après la vente de l'immeuble, pour éviter que des personnes qui étaient domiciliées dans une RPA soient évincées lorsque le bâtiment est vendu. Une autre chose, c'est qu'on veut favoriser le développement de RPA qui sont coopératives et ou sans but lucratif, donc d'OBNL. Encore là, ce qui est aidant dans cette situation-là,
c'est les coopératives d'aînés. C'est des gens qui choisissent de vivre ensemble dans un bâtiment et qui peuvent gérer les affaires de la résidence avec un soutien administratif, évidemment. Et les OBNL, là, c'est géré aussi par des acteurs de la communauté. Donc, c'est sans but lucratif. Alors, ce sont des résidences qui sont plus abordables et qui sont à l'image aussi des êtres humains qui s'y logent. Donc, et on veut demander aux résidences privées, vous me dites un signe de... En conclusion. En conclusion, nous, on ne veut pas aller avec des méga projets là, comme les maisons des aînés. Évidemment, Québec solidaire va poursuivre ces projets-là, mais on veut davantage aller pour la suite dans les soins à domicile avec des RPA qu'on va financer publics et sans but lucratif. Les RPA privés vont demeurer, évidemment, et on veut conventionner les CHSLD qui ne le sont pas. Le but étant, dans toutes ces situations-là, d'améliorer les services et les soins à domicile et dans les résidences que les aînés reçoivent. Merci beaucoup, Mme Bélanger. Alors, Mme White, vous avez vu que j'ai été assez permissif avec les deux premières personnes, dont je vais être équitable avec vous aussi, et avec M. Rodrigue. Sur le thème du logement, tout à l'heure, je vais vous resserrer un petit peu. Alors, Mme White. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir de prendre la parole au nom du Parti libéral pour parler de la question de la qualité de vie des aînés. Je pense que c'est important et la santé, c'est un des thèmes majeurs dans cette qualité de vie-là. Pourquoi? Parce que vous le savez probablement mieux que moi, on a plus de problèmes de santé, les maladies chroniques apparaissent, on a différents enjeux qui s'accumulent, puis il faut les régler. Pour nous, la première chose sur laquelle il faut agir, c'est l'accès à tout ce qui est la première ligne. On a parlé beaucoup de concepts, là, mais il faut, si on met ça au plus simple, ce qu'on veut, là, nous, c'est une prise en charge, une vraie prise en charge de la santé du monde, début de leur vie jusqu'à la fin de leur vie. S'assurer qu'il y ait un suivi pour que toutes les interactions entre les maladies chroniques puissent se faire, mais aussi qu'on puisse prévenir des éléments. C'est pourquoi le Parti libéral, on mise encore sur l'accès aux médecins de famille. L'accès aux médecins de famille comme professionnel parapluie, je vais l'appeler comme ça, dans une équipe de soins. Il faut qu'on soit capable d'avoir un suivi par un médecin de famille, particulièrement pour les aînés. C'est un défi qui est important de redonner accès à un médecin de famille à tous ceux qui le souhaitent, on en est conscient. La liste d'attente a plus que doublé sur la CAQ. On est passé de 400 000 personnes qui attendaient un médecin de famille à plus de 1,1 million. Le défi est là, c'est vrai, mais on ne peut pas baisser les bras devant la santé des aînés. Ce matin, je rencontrais justement une femme qui a perdu son médecin de famille et qui a 85 ans, qui me disait avoir été mis dans le gap. Puis là, ce que ça faisait, c'est qu'il fallait qu'elle aille sur Internet. Après ça, après avoir fait le tri sur Internet, on l'envoyait au téléphone. Elle a passé 4 heures au téléphone avant de parler à une infirmière. Ça, pour nous, ce n'est pas une solution. Il faut qu'on ait un point d'accès beaucoup plus simple, beaucoup plus complet pour ces personnes-là. Oui, le médecin de famille, mais entouré d'une équipe. Le deuxième point, c'est évidemment les soins à domicile. Je ne vous apprendrai pas ça. La meilleure maison pour vivre, pour vieillir, c'est chez soi. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais il faut qu'on mette les efforts aux bons endroits pour le faire. Notre première chose qu'on voudrait déployer de ce côté-là, c'est toute la question des unités intensives de soins à domicile. Il faut avoir plus de personnel, puis il faut faire des unités qui sont plus efficaces. Vous connaissez peut-être le modèle du CLSC Verdun, la docteure Geneviève Deschênes, qui est une experte en la matière, qui a une équipe multidisciplinaire depuis des années, des soins intensifs à domicile de qualité qui sont connus partout au Québec. Pour nous, ça, c'est un modèle qui est communautaire, qui est de proximité et qui est nécessaire. Donc, on aimerait déployer des unités de ce type-là partout au Québec. Le modèle des soins à domicile reste à parfaire, on en est conscient. Ceci dit, Mme Gagnon devait être présente à l'époque quand il y avait eu un sommet sur les soins à domicile qui avait été fait par le précédent gouvernement. On a beaucoup d'experts qui se sont penchés sur la situation. On pense qu'on peut accélérer un peu plus dans le déploiement des solutions, pas attendre un autre rapport du commissaire à la santé. Finalement, pour ce qui est des milieux d'hébergement, nous, le projet de maison des aînés, on pense qu'évidemment, on va compléter les projets qui sont en cours.
Ceci dit, il faut qu'on revoie le modèle. Il y a 4000 personnes ce matin en attente d'une place en hébergement de longue durée. Il y a 4 ans, c'était 2600. Oui, il faut miser sur les soins à domicile, mais il va toujours avoir des personnes qui vont avoir des besoins d'hébergement de longue durée. Il faut répondre à ces besoins-là. Mais pour y répondre, on a besoin d'une bonne opération de main-d'œuvre, notamment. C'est un des plus gros freins actuellement, qu'on parle d'aller accélérer la reconnaissance des diplômes, de mettre en place les projets ratios pour les infirmières notamment, de déployer des pharmaciens d'établissement aussi dans chacun de ces CHSLD-là pour aider avec la déprescription. Ça, ce sont tous des éléments qui doivent être pris en compte. Puis ces 3 éléments-là, que ce soit la première ligne, les soins à domicile et les CHSLD, visent un peu des catégories d'aînés différents, mais ils sont toutes importantes pour qu'on se rende, qu'on vieillisse en santé et qu'on vieillisse dignement au Québec. Merci beaucoup, Mme White. Alors, la parole est maintenant à vous, M. Rodrigue. Un petit peu plus de 5 minutes, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour être équitable avec les autres prises de parole. Bonjour, m'entendez-vous? On vous entend. Allez-y. Merci. Moi, je m'appelle Lucien Rodrigue. Je suis médecin de famille qui travaille exclusivement à l'urgence. Je travaille à l'Hôtel-Dieu de Québec et c'est pas comme dans la série à la télé, là, Stat. Moi, je fais pas, en tout cas, il y en a toujours, mais mon lot quotidien, là, c'est les personnes âgées. C'est les gens que je vois, la grosse majorité des cas, c'est des personnes en perte d'autonomie, avec une fracture, avec des problèmes d'infection. Et donc, je vois leur angoisse par rapport à revenir à la maison ou bien par rapport à ne pas revenir à la maison. Revenir à la maison avec un handicap, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être capable de monter les escaliers? Ne pas revenir à la maison, où est-ce que je m'en vais? Où est-ce que vous m'envoyez? OK. Alors, c'est ça que je fais, moi, ce que je faisais, pardon, jusqu'à il y a 3 semaines, avant d'embarquer dans la campagne. Et pour répondre à vos 3 questions, accès santé, nous, on a une approche similaire à celle de Québec solidaire, c'est-à-dire de mettre de l'avant les CLSC et d'y inclure une personne ressource comme une infirmière praticienne qui va faire le triage, qui va orienter les patients vers le professionnel de la santé qui serait le mieux adapté à répondre à leurs problèmes. Donc, nous, on dit que c'est révolu le temps là, de faire graviter les soins de santé seulement autour du médecin. À preuve, si on calcule les réponses là, ou les orientations, 50% des gens qui vont être orientés ne le seront pas vers un médecin de famille. Par exemple, s'ils ont un mal de dos, ils peuvent être orientés vers la physio. S'ils ont un mal à l'âme, s'ils ont de la détresse, ils peuvent être orientés vers le psychologue. S'il y a un problème de médicaments, vers le pharmacien ou peut-être qu'une infirmière pourra régler le problème tout simplement. OK. Alors, ça, on pense que ça devrait être comme ça à partir de maintenant, compte tenu de la rareté, là, entre guillemets, là, des médecins. On dit qu'il en manque beaucoup. Et puis, je voudrais m'inscrire en faux là, par rapport à ce qu'a dit M. Simard, compte tenu de puis peut-être le Parti libéral aussi, parce que cette année, en 2022, il y a 64 postes de médecins de famille qui n'ont pas été comblés ici au Québec. Ça veut dire que dans 2 ans, il y aura 64 médecins de famille de moins que prévu. Ça veut dire aussi qu'on a beau essayer d'aller former plus de médecins, on n'est même pas capable de remplir les postes là, qui sont disponibles présentement. Ça fait que je pense que c'est un leurre. Et je pense aussi que c'est révolu le temps de dire à chacun son médecin de famille. Et par ailleurs, beaucoup de jeunes qui n'ont pas besoin de ça, effectivement, là, mais il devrait, je vous l'accorde, y avoir une priorité pour les personnes vulnérables. Puis effectivement, il y a une rémunération là, adaptée à donc pour les médecins là, dans les cas de personnes vulnérables, mais il y a encore du chemin à faire. Puis, on peut constater, bien sûr, un échec là, du gouvernement actuel parce qu'il y avait, quand ils sont arrivés, 400 000 personnes qui demandaient un médecin de famille, puis là, ils sont autour d'1 million. Hein?
Ils n'auront pas dans... Quand on va dans la médecine privée, dans ce temps-là, ben, ça coûte 200$ à chaque fois. Là, puis en plus, on a déjà payé nos affaires. Là. OK. Mais par ailleurs, pour ce qui est des soins à domicile et pour ce qui est des soins globalement là, pour les personnes âgées, moi, je vais vous parler de différentes choses, mais ce ne sera pas aussi complet que si vous pouviez aller sur Internet puis accéder à la plateforme Vivre et vieillir avec dignité du Parti québécois. Ça, c'est une plateforme qui est reconnue là, vraiment la meilleure pour les personnes âgées, qui est complète là, sur différents points. On a 4 axes, là, on en parlera tout à l'heure. Puis, Régent Hébert, qui était au Parti québécois, bien sûr, dans le passé, mais qui ne milite plus, qui fait des reportages, des commentaires pour différentes organisations, nous dit que c'est la meilleure plateforme qui soit. Et spécifiquement pour les soins à domicile, nous, on dit qu'on devrait tripler l'offre. Actuellement, c'est 20% des soins de longue durée qui sont consacrés aux soins à domicile. Nous autres, on dit qu'il faudrait que ça soit 50%. Et de cette façon-là, les personnes qui sont dans le besoin pourraient recevoir une visite d'un médical ou non médical là, une fois par jour sur semaine. Donc, présentement, c'est une, des fois 2 par semaine, mais en triplant, ça serait 5 fois par semaine. M. Rodrigue, je vais vous demander de conclure sur ce bloc-là. Oui, très bien. Alors, pour ce qui est des RPA, ben nous, on pense qu'avant de construire, il faudrait stabiliser les résidences qui sont en voie de fermer. Il faudrait les sécuriser. C'est des gens qui sont dans leur localité et qui peuvent avoir des visites plus facilement. Ils viennent en fermer une dans ma région, qui sont à côté de la résidence, qui était à côté de l'église. C'est sécurisant pour les personnes qui y demeurent. Et puis, je pense qu'il faudrait, avant de commencer à construire, stabiliser les résidences qui sont en place. Merci. Merci, M. Rodrigue. Alors, on serait rendu au thème du logement. Cette fois-ci, on va commencer par Mme Bélanger, ensuite Mme White, ensuite M. Rodrigue et ensuite M. Simard. Puisqu'on vient de terminer le bloc de la santé, est-il besoin de rappeler que le logement, c'est un des déterminants les plus importants de la santé? On a parlé tout à l'heure de vivre chez soi. Il y a donc un lien de parenté, notamment entre la discussion sur l'hébergement et sur le logement, sur toute la notion aussi d'avoir une réponse en matière de logement qui permette de s'adapter à toutes les étapes de la vie. Ce qu'on constate, et toutes les données sont claires, c'est que à partir de 65 ans et plus, le ratio propriétaire-locataire varie, c'est-à-dire qu'on retrouve plus d'aînés locataires que dans la population en général. Quand on regarde ce que la Société canadienne d'hypothèques et de logement identifie comme le taux d'effort à ne pas dépasser, c'est-à-dire idéalement, on ne devrait pas dépenser plus que 30% de son revenu pour le logement, sinon on est à risque d'endettement. Mais le taux d'effort dans la population de Québec en général est autour de 22%. Chez les aînés de 65 ans et plus, il est à 30% de la population qui paye plus que 30% de son revenu. Dans certains cas, c'est des gens qui vont payer jusqu'à 50% de leur revenu en logement. On sait que le logement, c'est le budget le moins compressible dans un budget. Alors souvent, on fait des sacrifices sur l'alimentation, sur le transport, sur d'autres postes budgétaires pour être capable d'assumer les coûts de logement. Cet été et au printemps, il y a été beaucoup question de la crise du logement au Québec. Il a surtout été question du manque de logements abordables qui sont insuffisants, ce que certains appellent la crise de l'abordabilité. Il y a aussi des préoccupations. Les aînés sont tentés d'aller vers des logements plus sécuritaires, donc des logements neufs de qualité. Et le contrôle des loyers est plus difficile quand on est dans les 5 premières années de vie d'un édifice neuf. Donc, encore une fois, les enjeux de logement sont particulièrement importants. Donc, quelle est la vision de votre parti par rapport à ces enjeux? Et qu'est-ce que votre parti entend faire pour améliorer la situation? On commence avec Mme Bélanger, en vous rappelant que cette fois-ci, vous avez 3 minutes. Et là, je vais être un petit peu plus strict sur le respect du temps. Merci. Merci, merci. Oui, donc, je pense que Québec solidaire, tu sais, on a été vraiment proactif sur la question du logement. Je pense qu'on est le parti là, des locataires. On a aussi des propositions là, pour les propriétaires, mais pour aujourd'hui, je vais vraiment m'attarder sur la question du logement là, locatif. On a été les premiers dans les partis politiques à sonner l'alarme de la crise du logement, crise que la CAQ a refusé
de reconnaître à ce jour. Et on a constaté donc ce que vous appelez la crise de l'abordabilité, c'est-à-dire que soudainement, les logements sur le marché sont très, très chers, parfois 200, parfois 700 $ de plus par mois qu'un logement qui était habité. Donc, puis dans certaines villes, des taux d'inoccupation qui sont inférieurs à 1%. Quand on regarde les logements qui sont les plus abordables, ben ceux-là sont très occupés, donc sont difficiles à trouver. Il existe autant de personnes parmi les aînés que dans le reste de la société. Donc, je pense que c'est important que les aînés aient le choix au niveau du logement. Donc, que ce soit de rester chez eux, puis on a parlé tantôt de la proposition de Québec solidaire là, par rapport aux soins à domicile, que ce soit d'aller rejoindre la famille et encore là de recevoir les soins à domicile, que ce soit d'avoir besoin d'un hébergement là, comme un CHSLD, une coopérative pour aînés, une résidence privée. Donc, je pense que ça, c'est important de se dire que ça prend tous ces choix-là parce que les aînés ont le droit de choisir quel logement, dans quoi ils veulent habiter, mais aussi d'avoir les services dont ils ont besoin et d'être à l'abri des hausses abusives. Donc, Québec solidaire a été très actif là, dans l'opposition. Par exemple, pour le cas de la résidence Mont-Carmel à Montréal, où du jour au lendemain, les résidents-résidentes ont appris qu'elle allait être évincée parce que la résidence était vendue et le nouveau propriétaire voulait transformer en logement standard. Donc, on leur offrait, s'ils voulaient rester, de payer 3% plus cher et de perdre tous leurs services qui étaient essentiels au maintien de leur autonomie en logement. Donc, Sol Zanetti et Manon Massé, à ce moment-là, des députés de Québec solidaire, vraiment se sont opposés là, et à ce jour, il y a les résidents-résidentes sont encore dans la résidence, quoique l'affaire n'est pas réglée. Ce que Québec solidaire propose, c'est d'obliger le maintien de la vocation des résidences pour personnes âgées. On dénonce aussi leur manque de transparence. Par rapport au logement, donc en logement locatif, on demande un véritable contrôle obligatoire des loyers. On veut abolir la section F là, concernant justement les loyers les loyers neufs de moins de 5 ans pour qu'ils soient soumis au même contrôle de loyer. Et En conclusion, un moratoire sur les rénovictions, c'est-à-dire quand des personnes se font évincer de leur logement, souvent qui étaient abordables, pour qu'ils soient rénovés et remis sur le marché à prix élevé. Voilà. Merci beaucoup. Je vous donne la parole. Madame White, à nouveau 3 minutes. Donc, il y a une chose, tout augmente au Québec. Hein? Les prix de tout augmentent au Québec, mais il y a une chose qui n'augmente pas, c'est le revenu des impôts. Donc, la question, à peu près une des seules choses qui n'augmente pas. Donc, c'est sûr que la question du logement devient particulièrement critique, compte tenu que, comme on l'a dit plus tôt, ce n'est pas une dépense qui est compressive. Pour nous, on souhaite permettre aux gens qui veulent être à la maison le plus longtemps possible, que ce soit en maison, en appartement ou en résidence privée pour aînés, d'être capable de se le payer. C'est pourquoi on s'engage à mettre en place une allocation aînée pour tous les aînés de 70 ans et plus qui souhaitent rester à domicile. Cette allocation aînée-là, elle reste ajustée au crédit d'impôt de maintien à domicile qui existe déjà, donc c'est une allocation de surplus. Elle pourrait atteindre jusqu'à 2 000 $ par année, non imposable. C'est un choix qu'on décide de faire. On sait que c'est une mesure qui serait coûteuse, mais pour nous, on fait ce choix-là de soutenir les aînés dans cette démarche-là, de rester à la maison, particulièrement dans le contexte actuel de la hausse de la vie. D'ailleurs, François Legault nous a dit que ça coûterait beaucoup trop cher de faire ça. Hein, pour nous, le choix est clair, c'est un choix politique de soutenir ces aînés-là. Sinon, évidemment, il faut qu'on parle de construire des RPA en région qui seraient, il y a plusieurs milieux qui sont plus petits, il y a des projets d'OBNL qu'il faut soutenir en région. Le programme Accès-Logis a été un peu démantelé par la CAQ, mais il faut qu'on essaie de trouver des solutions via probablement Accès-Logis pour soutenir les OBNL d'habitation qui veulent faire des résidences privées pour aînés en région. C'est particulièrement critique dans certains milieux un petit peu plus éloignés, ou que les aînés, s'ils n'ont pas de solution de ce type-là, devront changer de ville, changer d'environnement. Puis pour nous, c'est pas idéal.
ça fait un peu le tour. Je pense que les 3 minutes sont écoulées. Je vais laisser M. Non, il vous reste encore quelques secondes. Il me reste encore quelques secondes. Mais il faut continuer à développer ces logements-là. Il faut soutenir les OBNL. Le privé a une place, mais les OBNL sont encore les mieux placés pour le faire. Il faut une aide financière supplémentaire, ce qui n'a pas été mis de l'avant avec le programme FAC de la CAQ. Voilà. Merci. Merci, Mme White. La parole est à vous maintenant, M. Rodrigue. Donc, 3 minutes sur les enjeux de logement et ce que propose le Parti québécois comme action à cet effet. Allez-y. Votre micro. Allez-y. Alors, merci. Le Parti québécois est intervenu récemment là, à l'Assemblée nationale avec Mme Mégane Perry-Mélançon en ce qui a trait aux logements sociaux. Les logements, donc, il y avait des baux qui finissaient et elle a intervenu pour légiférer, pour prévenir que des spéculateurs embarquent là-dedans puis qui mettent deviennent là, des logements plus payants. Donc, en particulier. Alors, nous, on dit que dans les régions, malheureusement, ce n'est pas le temps de construire des nouvelles résidences, c'est d'essayer de faire en sorte que les résidences qui sont là ne ferment pas. Dans mon comté, moi, depuis 5 ans, il y a au moins 100 portes, là, excusez le mot, là, 100 portes là, de résidences de RPA qui sont fermées, faute de financement, parce que le travail des gens n'est pas assez bien rémunéré. Alors, nous, on dit qu'il faudrait, premièrement, accorder une aide directe à ces résidences-là, puis pérenniser là, le travail là, de la main-d'œuvre en question, faire en sorte que qu'ils n'aient pas tout envie. Tu sais, c'est des gens qui aiment ça, travailler là, c'est dans le milieu, c'est dans leur localité, mais il y a une limite à la vertu, puis il faudrait qu'il y ait des salaires comparables avec le reste de l'économie. On dit aussi que en périphérie, par exemple, il faudrait qu'il y ait une limite au Airbnb. C'est quand il y a 3 et moins d'occupation des logements, bien, il ne faudrait pas qu'il y ait droit à des Airbnb. OK? On pense aussi qu'il faudrait une grille tarifaire, parce que souvent, dans ces résidences-là, ils ont des tarifs, mettons, pour mettre des gouttes dans les yeux, ça coûte 10 $. Bien, il faudrait qu'il y ait une grille tarifaire pour plafonner les prix des soins et services. Puis on est d'accord avec le Québec solidaire pour abolir la clause F. C'est ça. Et puis, on pense aussi que, comme d'autres disaient, que les seules personnes qui ne s'enrichissent pas, c'est les personnes âgées. Donc, il faut mettre frein à l'appauvrissement. Et nous, on propose une allocation de 1 000 $ pour les personnes qui ont un revenu inférieur à 35 000 $. On propose différentes avenues pour faciliter la prolongation de carrière. On demande aussi que la contribution au régime des rentes soit cessée pour ce qui est de l'employé, non pas de l'employeur. Puis, donc, il y a beaucoup de choses, mais je me souviens pas. Allez sur notre plateforme, c'est vraiment complet. Je me souviens pas de toutes les autres, mais de toute façon, mon temps est terminé. Merci. Merci, M. Rodrigue. Alors, je vous cède la parole, M. Simard, à votre tour pour 3 minutes sur les enjeux associés au logement, la vision de votre parti. Est-ce que vous entendez faire? Alors, merci à nouveau, M. Deconinck. Donc, la CAQ s'intéresse à la question d'hébergement pour les aînés à toutes les étapes de leur vie. Commençons par ceci pour revenir un peu au point précédent. En ce moment, il y a à peu près 3 % de la population québécoise qui vit en CHSLD. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On a hérité d'une situation dramatique. Au cours du mandat précédent, les libéraux avaient créé 285 places en CHSLD et on a hérité d'une liste d'attente à n'en plus finir. C'est la raison pour laquelle, avec Marguerite Blais, on a lancé notre programme de Maison des aînés. Et sous peu, à l'automne, il y a 43 nouvelles maisons des aînés partout à travers le Québec, pour un total d'environ 2600 places qui seront disponibles avec un accès, on l'espère, dès le mois de janvier. C'est un changement majeur et certains nous disent que ça coûte cher, mais nous, on n'est pas là
pour couper des bouts de chandelle sur le dos des aînés. On veut que les domiciles de nos aînés soient aussi beaux que si c'était leur domicile. Ils le méritent bien, avec un lit d'appoint pour les proches aidants, avec des espaces communs, avec des jardins, avec des bâtiments de qualité supérieure qui pourront durer longtemps. Donc, 43 maisons des aînés et nous nous apprêtons à construire ou reconstruire 23 CHSLD, dont le CHSLD Saint-Augustin, chez nous à Beauport. Ma grand-mère est décédée là. Elle a vécu les dernières années de sa vie à cet endroit. Et je suis très, très, très fier de vous annoncer qu'on aura un nouveau CHSLD à Beauport, le long du boulevard des Chutes. L'hébergement, c'est aussi une question de logements sociaux. Et les libéraux avaient traîné la patte. Donc, le bon vieux programme Accès Logis, là, qui du reste est toujours en vigueur, contrairement à ce qu'on a dit, on a accepté tous les projets qui avaient été déposés avec les aînés, qui remontent jusqu'à il y a 10 ans, qui traînaient dans le fond des tiroirs. On les a relancés. Et la question des logements sociaux, lorsqu'on est arrivé au pouvoir, les libéraux s'étaient engagés à créer 15 000 nouveaux logements sociaux. Nous, on a repris cette promesse-là, même si elle n'était pas provisionnée au PQI. On en a construit à date 10 000 nouveaux. Il nous en reste 5 000 à construire, donc pour ce total de 15 000. Mais malgré ça, on juge qu'il n'y a pas assez de logements sociaux. Et c'est la raison pour laquelle une des promesses phares de notre gouvernement a été d'annoncer la création de 12 000 nouveaux logements sociaux en supplément des 15 000 déjà provisionnés. Et un petit mot sur la loi 101, sur la loi sur la maltraitance dirigée par Marguerite Blais, une loi sans précédent parce que maintenant, il y a un pouvoir d'inspection et d'enquête qu'il n'y avait pas avant. On peut mettre sous tutelle les établissements privés, ce qui n'était pas le cas avant. On veut éviter les fermetures sauvages en obligeant les établissements à nous prévenir 9 mois à l'avance pour laisser aux gens le temps de se revirer de bord, comme on dit. En conclusion, monsieur. Alors, la loi sur la maltraitance, c'est une des plus belles lois votées par le gouvernement de la CAQ au cours des dernières années. C'est un modèle dans le genre au monde. Merci beaucoup, M. Simard. Alors, thème suivant, celui du transport collectif. Alors, à moins d'habiter sur une autre planète, si vous avez habité dans la grande région de Québec, vous avez entendu parler de tramway, vous avez entendu parler de troisième lien. Maintenant, il est important de rappeler que le transport collectif ne se réduit pas uniquement à ces deux éléments-là, mais bien sûr, ça fait partie de l'équation. Le transport collectif, vous savez qu'une des valeurs principales que porte la QDR, une des préoccupations principales que porte la QDR, c'est toute la question de la participation sociale des aînés. Et un des ingrédients essentiels, c'est bien sûr l'accès au transport. Il y a plusieurs aînés qui n'ont plus d'automobile, qui n'ont plus de permis de conduire. Il y en a qui de toute façon n'ont pas financièrement les moyens aussi d'en avoir. Donc, le transport, c'est majeur en termes de participation. On a parlé de santé dans le premier thème. L'accès à la santé passe aussi par l'accès au transport collectif, la saine alimentation. Quand on habite dans un désert alimentaire, la question de l'accès facile au transport est également majeure. Quand on parle de transport collectif, on parle à la fois du coût. C'est sûr que pour les aînés de 65 ans et plus, il y a une tarification moins élevée, mais pour certains, elle reste encore trop élevée. Il y a tout aussi l'enjeu de la desserte. Est-ce qu'il y a une offre de services de transport collectif adéquate sur tout le territoire? Et enfin, il y a aussi toute la question du transport adapté. On sait récemment que plusieurs groupes communautaires de défense des droits des personnes handicapées et des aînés ont réagi à la baisse de services qui a été reconnue d'ailleurs par le RTC au niveau du transport adapté. Donc, sur la question du transport collectif, on commence cette fois-ci avec Mme White. Un premier 3 minutes. À vous, Mme White. Merci. La première chose que je dirais cependant, puis ça va être un commentaire, le troisième lien CAQIS, le tunnel CAQIS sous la forme actuelle, n'a pas encore de projet de transport collectif connu. On nous a présenté aucune solution de transport en commun sur le troisième lien. Et ce qu'on nous laisse entendre, c'est que ça serait juste sur les heures de pointe. Donc, moi, je ne le vois pas comme une solution de transport collectif pour nos aînés, puis je pense que c'est important. Ceci dit, c'est vrai que la mobilité, c'est un des éléments les plus importants pour permettre aux aînés de rester actifs, d'être ensemble. Nous, au Parti libéral, on propose de rendre le transport en commun gratuit pour tous les aînés de 65 ans et plus,
afin de les inciter à avoir ce mode de transport-là, mais aussi enlever une pression financière dans leur poche. Ça va faciliter les déplacements de cette façon-là. Certains aînés qui n'auraient peut-être pas les moyens de s'acheter une passe mensuelle de bus, par exemple, pourraient maintenant le faire. Donc ça, c'est un premier point, puis je pense qu'il est important. Le deuxième, bien, évidemment qu'il faut qu'on corrige des erreurs majeures qui ont été faites dans les impacts majeurs de la réforme du gouvernement de la CAQ sur le transport des personnes, le transport notamment le taxi. Dans la réforme par la CAQ, il y a eu deux grands oublis qui ont eu des impacts majeurs. Premièrement, tout ce qui est transport adapté. Vous avez tous été probablement confrontés à ça. Le financement du transport adapté avec les nouveaux modèles de financement des services de taxi, très difficile. Il faut qu'on corrige la situation. C'est quelque chose pour lequel on avait levé un drapeau lors de l'étude du projet de loi. La CAQ a refusé d'entendre ça et aujourd'hui, ce sont des aînés qui en paient le prix puis qui viennent nous voir tous et chacun, j'en suis convaincue, à tous les jours pour nous parler de ça. Le deuxième point, c'est aussi l'offre en région. Le taxi régional, c'est important. C'est important pour beaucoup d'aînés pour être capable d'être en mesure, des places où il n'y a pas nécessairement d'offre de transport en commun très solide, pour être capable notamment d'aller à des rendez-vous à l'hôpital, pour aller faire des visites, d'aller à l'épicerie, etc. Il y a beaucoup de régions qui ont perdu des services de taxi à cause de cette réforme caquiste. Et ça limite beaucoup la mobilité des aînés. Évidemment, tout ça va être bien quand on aura aussi pu investir plus dans le transport en commun. La CAQ s'est beaucoup concentrée sur des routes, se concentre sur le tunnel caquiste qui est essentiellement des routes. Mais nous, on veut intensifier le développement des transports en commun. À Québec, ça passe notamment par compléter le 3e lien jusqu'à Charlesbourg, comme il était dans sa forme initiale, donc remettre l'axe vers Charlesbourg, et par la suite développer des axes nord-sud, 2 axes nord-sud, un qui partirait de l'aéroport et l'autre de Le Bourgneuf, pour éventuellement se rendre jusqu'à Lévis et s'assurer d'une meilleure mobilité sur les 2 rives. Donc, c'est ça pour nous de notre côté. Merci. Merci beaucoup, Mme White. Alors, si on suit la séquence, c'est maintenant à M. Rodrigue. 3 minutes sur les enjeux et les actions concernant le transport collectif. Votre son à nouveau, M. Rodrigue. Ah oui, je ne vais pas vous déranger. Là. Je pense que c'est la chose qu'on a le plus entendue lors des 2 dernières années, c'est votre micro. Allez-y. Très brièvement, la maison des aînés. Quelle belle idée, mais inapplicable. Hein? On s'en va là-dedans, c'est tout bien songé, mais ça coûterait 75 milliards pour mettre toutes les personnes âgées là-dedans. C'est impensable. Hein? Puis ça, qu'est-ce qui va arriver avec les maisons des aînés? Les résidences, les RPA autour, ils vont dire, bon, c'est pas assez payant ici, ils vont aller travailler dans la maison des aînés. Fait qu'ils vont fermer. Monsieur Rodrigue, je vous ressens, on est sur le transport collectif. Là. Oui, mais c'est parce qu'on en parlait, puis je trouve que c'est important que tout le monde le sache, que ça n'a pas de sens, cette affaire-là. Même si c'est une belle idée, c'est pas applicable. Alors, le transport collectif, nous, ici, on a ici à Charlevoix, on a un transport collectif qui fait le transport pour les étudiants, pour les adultes, pour les travailleurs, puis il y a un transport adapté pour les personnes âgées puis les personnes en diminution d'autonomie. Et avec une connaissance fine du territoire, c'est un territoire qui est très vaste, qui n'a pas des parcours pendulaires, comme on pourrait dire. Là. La seule affaire, c'est que le gouvernement actuel, là, il n'est pas capable de le financer comme il faut. Ils sont vraiment en déficit financièrement. Puis là, ils vont essayer de voir les entreprises privées pour voir s'ils pourraient leur aider. Donc, ça serait la première chose qu'il faudrait faire. Essayer de mieux s'arrimer avec les régions, puis de voir ce qui se fait, là, le financer comme du monde. Deuxièmement, globalement, pour le Québec, nous, au Parti québécois, on a développé la passe climat, c'est-à-dire 1 $ par jour pour tout transport collectif, que ce soit à l'intérieur d'une ville, que ce soit intermunicipal. Et donc, 365 jours par semaine. Et ça, bien sûr que ça vient avec une offre de transport qui doit être beaucoup majorée. Et puis, ça vient aussi avec le programme là, de l'environnement, de diminution des gaz à effet de serre. On ne peut pas dire on va mettre plus d'électricité dans les autos. Il faudrait construire d'autres barrages. Ça ne marche pas. Ça va maintenir le réseau, puis ça va demander encore plus de réseaux de route. Donc, c'est une parenthèse.
Et nous, on dit que le transport, pour ce qui est des personnes qui voyagent, il faudrait modifier le mobilier social, c'est-à-dire les rampes d'accès, il y a plusieurs endroits où les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas aller parce que le mobilier social n'est pas adapté. Donc, c'est une des choses qu'on pense qu'il faudrait faire. Puis aussi, on parle aussi des ambulances. Hein, les ambulances, là, présentement, c'est eux autres qui transportent les personnes âgées en région. Là, fait qu'il faudrait que le service là, de transport adapté, parce que ça mobilise l'ambulance, ça empêche l'utilisation pour d'autres choses, il faudrait que le transport adapté soit nettement amélioré en région comme tel. Alors, voilà, j'ai passé mon 3 minutes. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Rodrigue. On est rendu à M. Simard. 3 minutes sur les enjeux et les actions concernant le transport collectif. Merci, M. Deconinck, et laissez-moi vous dire que vous êtes un bon animateur. Alors, la philosophie qui nous anime à la CAQ est la suivante. Nous croyons dans la qualité de vie de nos aînés. Cette qualité passe, bien sûr, on l'a dit, par l'autonomie. Et l'autonomie a un corollaire obligatoire, c'est la mobilité. Et cette mobilité, dans un système comme le nôtre, le gouvernement du Québec la travaille en collégialité avec les gouvernements municipaux, en l'occurrence ici, la Ville de Québec. Nous avons le RTC, qui était un modèle qui était arrivé à bout de souffle, à la limite de ce qu'il pouvait faire. Certaines formations politiques préconisent de mettre encore plus d'autobus. Nous, on a proposé un réseau de transport structurant, incluant un tramway. Donc, on a livré la marchandise sur un des modèles de transport collectif les plus dynamiques qui soient et qui va concourir également à la protection de l'environnement en matière d'électrification. Donc, on a le modèle du transport collectif de la Ville de Québec. On a aussi, donc, avec le RTC, on a ce qu'on appelle la STAC, donc la Société de transport adapté. Et sachez qu'au cours des 4 dernières années, on a considérablement augmenté les budgets dévoués au transport adapté. Moi, j'ai travaillé ce dossier-là avec les élus de la MRC de la Jacques-Cartier, tout particulièrement pour mes concitoyens de Sainte-Brigitte de Laval qui éprouvaient des problèmes de service. On a bonifié l'offre. Et bien sûr que ce n'est pas seulement les personnes aînées qui peuvent bénéficier de la STAC, mais c'est aussi nos personnes aînées. Et il y a un troisième bloc sur lequel j'attire votre attention, et c'est toute la présence du milieu communautaire. Cette semaine, on fêtait au Musée de la civilisation les 45 ans d'un groupe hyper dynamique chez nous qui est CAB Aide 23. Et ces bénévoles, qui souvent sont de jeunes retraités, soit dit en passant, qui redonnent aux autres, font de l'accompagnement en transport médical. Ils font du déplacement dans la vie courante pour les personnes qui veulent aller à l'épicerie. Et je vous parle de l'aide de ces gens-là parce que nous avons investi, nous allons encore investir massivement dans nos groupes communautaires afin qu'ils puissent soutenir nos aînés dans leurs besoins de transport. Et je conclus en disant que le troisième lien propose 50% de ses voies en matière de transport collectif et que c'est un des projets les plus structurants de notre histoire. Merci. Merci, M. Simard. Il y a quelqu'un M. Simard, dans le Q&A. Moi, je vous entends bien. Juste quelqu'un qui dit que votre volume est moins élevé. Je ne sais pas si c'est... M'excuse. Mais je vous rassure, moi, je vous entends bien. En tout cas, peut-être juste vous assurer de bien parler proche du micro. Mais je vous rassure, la dernière réponse, on l'a très bien entendu. On serait rendu au tour de Mme Bélanger sur la question du transport collectif. 3 minutes. Oui, merci. Donc, d'abord, tu sais, c'est drôle, c'est la première fois que je parle en dernier. Il y a tellement d'éléments qui ont été nommés sur les réalités au niveau du transport collectif. Moi, j'avais participé à un rapport sur les besoins des femmes en matière de pauvreté et de transport dans la capitale nationale, où on avait vraiment interrogé à la fois des femmes, donc de tous les âges, mais aussi des organismes, des transporteurs, des acteurs municipaux. Et on
on en était arrivé quand même avec un enjeu très important au niveau des aînés et un enjeu aussi qui allait augmenter avec le vieillissement de la population. Donc, la proposition de Québec solidaire, c'est une proposition qui est large, d'offrir une alternative à tous les Québécois et les Québécoises en transport collectif, donc une alternative à l'auto solo. Et donc, l'idée, c'est qu'à la grandeur du territoire, on va investir, c'est un investissement majeur de 29 milliards au Québec. Pour la région de Québec, on parle de 5,3 milliards de dollars pour faire un réseau structurant. Là, on l'appelle le Révolution Transport. On a dévoilé récemment là, tous nos plans de révolution là, pour les grandes villes, là, Québec, Montréal, Sherbrooke, et le plan aussi Révolution Transport pour les déplacements intermunicipaux. Donc, j'entendais tantôt M. Simard nommer, et je le sais, très, très sensible aux enjeux de sa circonscription parce que je le côtoie. Par contre, je ne pense pas que la CAQ, c'est le parti du transport collectif. Pour moi, c'est très clair que c'est le parti des autoroutes, des méga-projets. Nous, avec Québec solidaire, le 3e lien, on ne le fera pas. Et donc, ce que ça coûterait, là, le 6 à 10 milliards, on est capable de le réinvestir ailleurs pour le transport collectif qui va faire en sorte que les aînés vont pouvoir sortir, que ce soit en transport régulier ou en transport adapté ou encore avec des modes de transport là, qui vont être définis par région. Donc, je pense en particulier aux MRC qui sont plutôt en zone périurbaine ou en zone rurale où c'est beaucoup plus difficile d'établir un transport. Donc, on va aller s'asseoir avec chaque acteur du milieu pour définir c'est quoi les besoins en transport et offrir donc un transport. Ça fait partie de notre plan pour le climat. Donc, Vision 2030, d'investir massivement dans nos infrastructures de transport. C'est un grand projet pour le Québec. Ça nous permet de renouer avec les grands projets du Québec qui nous ont amenés jusqu'à aujourd'hui et auxquels vous avez contribué, j'en suis certaine. Pour la région de Québec, on parle de le tramway, la phase prévue. En conclusion? Alors, j'y vais rapidement. Le tramway, qui est la phase qui était prévue, un second tramway, 2 lignes de SRB, dont une qui traverse le pont pour relier Québec-Lévis, et la transformation de nos autoroutes urbaines en boulevards urbains. Donc, c'est aussi nous redonner de la qualité. Merci, Mme Bélanger. Alors, on a déjà 3 thèmes. Il en reste 3 plus la conclusion. Donc, on a atteint la moitié de l'échange qu'on va avoir. Je tiens à nouveau à vous remercier de participer à cet exercice-là, les 4 candidates et candidats. On sait que c'est un exercice qui est difficile, qui est parfois stressant. Et je tiens à saluer, même si à l'occasion vous avez des divergences de vues, c'est normal, c'est ce qui est attendu de ce genre d'activité-là. Ce serait plutôt surprenant s'il n'y en avait pas. Je salue quand même votre ton très respectueux. Et pour les personnes qui vous écoutent, ça fait œuvre utile dans le choix important qu'elles auront à faire le 3 octobre. On y reviendra à la toute fin. Donc, on s'est rendu au thème de la pauvreté des aînés. Et là, ce sera à nouveau M. Simard qui prend... c'est M. Rodrigue, pardon, excusez-moi. Ce sera M. Rodrigue en premier, c'est ça, je suis en train de perdre le fil. Et ensuite, M. Simard en deuxième. Alors, sur le thème de la pauvreté des aînés, ça a été évoqué là, un peu plus tôt par un de vous 4. C'est clair qu'il y a presque une constance, là, c'est presque une règle de la physique. Après l'âge de la retraite, donc majoritairement chez les gens de 65 ans et plus, il y a une baisse de revenus. Alors, si déjà le revenu avant la retraite était faible, très souvent, la retraite et les années de vie après 65 ans sont souvent marquées par un plus faible revenu. On traverse une période d'inflation qui a des impacts sur chacune et chacun d'entre nous, où qu'on soit dans l'échelle des revenus, mais bien sûr, à plus forte raison sur les gens qui sont à faible revenu.
Un revenu minimalement au Québec, on souhaite qu'il permette de répondre aux besoins de base, c'est-à-dire le logement, l'alimentation, le transport, les vêtements et un certain nombre d'autres postes budgétaires. On a évoqué au tout début, tout à l'heure, quand on parlait de la santé, les enjeux associés à la pénurie de main-d'œuvre. Il y a encore chez les aînés un potentiel, une force de travail tout à fait réelle qui souhaiterait pouvoir contribuer, mais les programmes, des fois où la fiscalité n'est pas toujours adaptée à la réalité des aînés qui veulent retourner sur le marché du travail. Donc, pauvreté, travail des aînés, des thèmes qui se chevauchent. Alors, à nouveau, quelle est la vision de votre parti quant aux enjeux associés à la pauvreté et les actions que vous voulez mettre de l'avant, en commençant par vous, M. Rodrigue, pour un 3 minutes. Merci. Nous, on parle de diminuer l'appauvrissement des personnes âgées, là, pour dire. Et on dit que, premièrement, on devrait créer une nouvelle allocation de pouvoir d'achat de 1 000 pour les aînés de 65 ans et plus qui ont un revenu inférieur à 35 000 On dit aussi, comme je l'ai parlé un peu tout à l'heure, de permettre l'arrêt des cotisations au régime des rentes du Québec à partir de 65 ans pour les aînés qui souhaitent continuer à travailler après cet âge-là. Ça, c'est 6,15 de leur revenu qui leur vient, autrement dit, qui reste dans leur poche. On dit aussi que, comme vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler, mais qui disent « Ah, je n'irai pas travailler, ça va, je vais tout le donner en impôt. » Ben, nous, on dit qu'il faut un crédit d'impôt pour prolongation de carrière. Hein, donc, c'est ça. Et on dit, par exemple, qu'en bas de 30 000, ben, on ne paye presque pas d'impôt. De 35 à 50 000, ben, on dit de diminuer le taux d'imposition de 15 ce qui fait qu'il y a jusqu'à 50 000 ils ne payent presque pas d'impôt. Donc, c'est plus facile pour eux, c'est plus attrayant, pardon, d'aller travailler. On dit aussi bonifier le régime des rentes pour atteindre là, 40 du revenu cotisé, puis aussi augmenter à 75 000 là, par année le maximum des gains admissibles. Puis on dit que, tu sais, il y a des fonds de retraite, là, des prestations d'assurance qui devraient bénéficier d'un fonds, un fonds d'assurance, comme le modèle ontarien. Tu sais, puis quand il y a une faillite, mettons, d'une entreprise, ben c'est pas les employés qui écopent. Puis on dit aussi que nous devrions exiger du gouvernement fédéral qu'il accorde au fonds de pension des employés le statut de créance prioritaire, et non pas le boss qui s'en va ramasser ses sous, puis quand il ne reste plus rien, ben, on essaye d'en donner un petit peu là, au fonds de pension des employés. Okay? C'est à peu près ça nous autres, les mesures qu'on voudrait établir si on devient le prochain gouvernement du Québec. Merci, il me reste quelques secondes. Allez-y. Je voudrais parler de la loi sur la maltraitance. Moi, quand j'ai vu ça, là, je trouvais que, en tout respect, je trouvais que le gouvernement aurait dû parler de négligence, qui était à côté de la coche, puis qui dit qu'il veut réguler là, la maltraitance dans les résidences personnes âgées. Et ce dont on devrait parler, c'est la négligence. C'est-à-dire, comme par exemple, dans les CHSLD, quand il y a un travailleur pour une centaine d'employés, ben, une centaine de patients, ben, ces patients-là ben, vont être négligés. Je vous arrête là-dessus, M. Rodrigue, parce que puis de toute façon, dans vos mots de conclusion, vous pourriez reprendre aussi les choses qui ont été abordées dans les thèmes précédents. Donc, on reprend avec M. Simard, donc 3 minutes sur le thème de la pauvreté des aînés. M'entendez-vous mieux maintenant? Non, c'est drôle, je vous entendais un petit peu mieux tout à l'heure. Rassurez-vous, là, je ne partirai pas le temps tant qu'on est. Allez-y, là. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Moi, je vous entends assez bien. Je ne sais pas si... Désolé. Allez-y. J'ai toujours eu des problèmes des micros. Alors, les personnes âgées, ils ne l'entendront pas bien, je pense, moi. Non? Ben, il y a 60 des personnes à 65 ans qui ont un trouble d'audition, ça fait que c'est mieux de vérifier ça comme il faut. Merci, vous avez raison, M. Rodrigue. Merci. On va prendre le temps. Allez-y encore, M. Simard. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ben, simplement parler un petit peu plus fort, simplement.
Je vais rapprocher mon écran un peu encore plus, mais on va voir davantage. On voit la différence. C'est bon, allez-y. Alors, l'enjeu de la pauvreté est sans doute un des enjeux les plus importants lorsqu'on parle de nos aînés parce qu'au Québec, 47% de la population vit avec un revenu qui est inférieur à 25 000 $. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut prendre les choses au sérieux. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de François Legault a annoncé en pleine campagne électorale un bouclier anti-inflation. On sait à quel point nos aînés sont particulièrement vulnérables à l'inflation. Pour les personnes de 70 ans et plus, cela peut à terme représenter jusqu'à 2 000 $ par année en remboursement d'impôts et c'est non imposable. Plusieurs personnes me posent souvent la question, c'est non imposable. Et cette mesure, M. Deconinck, touche 1 100 000 personnes. C'est pas rien. Nous aurons également une bonification de 400 $ pour les personnes qui gagnent moins de 50 000 $ et une bonification de 600 $ pour toutes les personnes qui gagnent moins de 50 000 $. Un peu sur le modèle que nous avons connu dernièrement via le retour d'impôt. Nous avons également mis en place ou souhaitons accélérer une série d'incitations de retour au travail. On sait à quel point c'est un enjeu important pour combattre la pénurie de main-d'œuvre. Nous entendons, et c'est une annonce très importante qu'on a faite, rendre optionnelle la cotisation au régime des rentes du Québec. Ça aussi, c'est un petit plus qui peut faire toute la différence. Nous entendons également bonifier nos programmes de requalification pour nos aînés. Plusieurs, souvent, m'appellent au bureau du comté et m'en demandent. Et vous savez que dès le premier budget du gouvernement Girard, nous avons allégé la pression fiscale pour les personnes qui retournent au travail jusqu'à concurrence de 10 000 $. Ils ne paient pas d'impôts provinciaux. Et je conclus sur un point qui est relativement en marge, mais tout est dans tout, là, comme on se dit souvent. La solution pour lutter contre la pauvreté, elle implique tous les paliers de gouvernement, incluant le gouvernement fédéral. Et nous sommes d'avis que le gouvernement fédéral devra modifier le calcul des transferts canadiens en matière de santé afin que le calcul prenne également en compte non seulement le poids démographique d'une province, mais ses strates d'âge, parce qu'on comprend que les personnes aînées peuvent avoir plus de besoins qu'une personne, admettons, de 32 ans. Merci. Désolé, c'est parce que vous avez devancé votre temps, alors vous m'avez pris légèrement de coup. Merci, M. Simard. On poursuit avec Mme Bélanger pour 3 minutes sur la pauvreté des aînés. Oui, donc la pauvreté des aînés, en tout cas, nous, à Québec solidaire, on a vraiment une approche globale au niveau de la lutte à la pauvreté. Nous, la question de la justice sociale, c'est vraiment dans l'ADN de notre parti. Donc, la lutte à la pauvreté dans toute la population, c'est quelque chose qui est très, très important. Tantôt, on a parlé du logement parce que le logement, c'est une dépense qui est impossible à comprimer. Donc, une fois que le paiement y est passé, bien, c'est ailleurs qu'on coupe. Alors, Québec solidaire a annoncé la construction de 50 000 logements sociaux. Donc, si on est porté au pouvoir, des logements éco-énergétiques, des logements où il fera bon vivre. Et pour la capitale nationale, on parle de 3 800 logements sociaux. Donc, quand on pense à la CAQ et au Parti libéral qui avait annoncé le 15 000 logements sociaux à la grandeur du Québec, ça ne correspond pas du tout aux besoins sur le terrain et ces 15 000-là n'ont même pas été tous réalisés. Donc, un maigre 12 000 supplémentaires, là, ça ne va pas répondre aux besoins. Les logements sociaux, ben, c'est les coops, c'est les OBNL, ça peut être des coopératives pour aînés. Donc, c'est une façon de répondre aux besoins de logement. Tantôt, on parlait des maisons des aînés. Il y en a qui l'ont surnommé la loterie Marguerite parce que c'est tellement beau, mais il n'y en a tellement pas qu'on ne pourra pas répondre aux besoins de cette façon-là. Il faut vraiment aller de multiples façons. Je reviens sur la pauvreté. On a parlé de la crise du coût de la vie.
Donc, c'est sûr que les économistes en ce moment s'entendent pour dire c'est pas le temps de baisser les impôts parce qu'il y a tellement de besoins dans le système de santé. Comment on va faire pour réinvestir dans les soins à domicile si par ailleurs on baisse les impôts? On le sait qu'il y a 2 colonnes dans un budget. Si on baisse d'un côté les revenus, bien, il va falloir baisser de l'autre les dépenses. Et là, bien, dans quoi on va baisser nos dépenses? Donc, pour Québec solidaire, ce qu'on a proposé à court terme, c'est une suspension temporaire de taxes, donc sur les biens essentiels seulement. Ce que ça va faire, ça va donner du lousse au portefeuille pour qu'on puisse s'acheter les trucs alimentaires, donc l'épicerie, les restaurants, les vêtements, pouvoir faire réparer ces objets. Et le but de ça, c'est vraiment dans les biens essentiels, donc on va enlever un pourcentage pour justement lutter contre l'inflation. On a aussi différentes mesures. On a proposé de bonifier le régime des rentes du Québec. Donc, tantôt, il y en a qui parlaient d'allocation aînée, mais nous, on pense qu'au contraire, on a déjà un régime des rentes, on veut le bonifier et on veut même le transformer progressivement en régime de retraite public et universel, parce que beaucoup de femmes âgées ont travaillé toute leur vie, mais pas nécessairement dans un emploi rémunéré et se trouvent vraiment désavantagées au moment de la retraite. Donc, c'est un enjeu d'égalité également. Merci. Merci beaucoup, Madame Bélanger. Donc, à votre tour, Madame White, 3 minutes sur le thème de la pauvreté des aînés. Je vais juste commencer par faire un commentaire sur les propos de M. Rodrigue. Sur la question de la maltraitance. La question de la maltraitance et de l'utilisation du mot maltraitance est reconnue par tous. Elle est inclue dans la loi. Elle a fait l'objet de l'unanimité de tous les partis politiques à 2 reprises dans l'adoption du projet de loi. Je pense de remettre en cause ce concept-là, c'est un peu particulier à cette étape-ci. Maintenant… Pas remis en… Bon, je vais intervenir. Comme M. Rodrigue, je l'ai laissé intervenir effectivement pendant une trentaine de secondes sur ce thème-là. C'est de bon ton à votre tour, Mme White, de revenir là-dessus. Cela dit, j'aimerais qu'on se reconcentre à partir de maintenant sur le sujet qui est en discussion puis en débat. À la limite, je me reconcentre sur le thème, inquiétez-vous pas, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas… C'est parfait, c'est parfait. Je vous laisse continuer sur la pauvreté des aînés. Maintenant, on a plusieurs pistes de solutions qui ont été évoquées par les différents partis pour parler de la pauvreté des aînés. Nous, oui, on a déposé notre plateforme électorale en juin dernier. On voit que certains s'en sont inspirés, puis c'est bien, ça veut dire qu'on avait des bonnes idées, probablement. Mais je veux juste revenir sur les points. Et l'allocation aînée, 2 000 $ par personne de 70 ans et plus qui reste à la maison. Ça vient donner un soutien financier important, majeur, non imposable pour tous. Ensuite, on a aussi prévu depuis près de 7 mois d'alléger le fardeau sur les taxes de vente, la TVQ pour les biens de première nécessité, c'est-à-dire tout ce qu'on achète à la pharmacie, par exemple. La brosse à dents, les couches d'incontinence, la pâte à dents, le savon. On veut enlever la TVQ de façon permanente là-dessus pour enlever un petit peu de fardeau sur la facture, notamment des aînés, mais aussi de l'ensemble des familles québécoises. Ces 2 mesures-là qu'on propose, contrairement aux mesures d'autres partis, ce sont des mesures qui sont permanentes, qui ne vont pas arrêter dans 2 ans quand l'inflation va redescendre. C'est des mesures qu'on veut mettre à plus long terme pour soutenir les aînés. Finalement, évidemment, les travailleurs expérimentés, les aînés, c'est aussi des travailleurs. On a parlé beaucoup d'aînés hébergés, d'aînés en RPA, mais il y a aussi beaucoup d'aînés qui travaillent, qu'on oublie souvent d'en parler. Donc, pour nous, il y a deux mesures importantes pour mieux les soutenir. Premièrement, on veut augmenter le seuil de base de déduction d'impôt. En ce moment, on ne paye pas d'impôt à peu près sur les 15 000 premiers dollars qu'on gagne au Québec pour les aînés de 65 ans et plus, soit qui retournent au travail ou qui restent en emploi. On veut augmenter ce seuil-là de 15 000 à 30 000 dollars. Donc, pas d'impôt à payer sur les 30 000 premiers dollars qui sont gagnés par les travailleurs expérimentés, afin qu'ils voient la différence entre revenir au travail ou rester à la maison. L'autre point qui a aussi été repris, je pense que c'est par le PQ, c'est la question de les cotisations au régime de rente du Québec. On peut les suspendre à partir de l'âge de 62 ans. Ça pourra remettre jusqu'à 3 000 $ dans les poches d'une personne qui a un emploi rémunéré qui est salarié, jusqu'à 6 000 pour les
des travailleurs autonomes. Cette mesure-là va est possible parce que le régime est bien actualisé, qu'on a des surplus dans le fond. Donc, on veut le faire pour redonner un peu d'argent dans la poche de ces travailleurs. Merci, Mme White. Alors, le dernier thème avant qu'on aborde la conclusion, et je vous le redis, à la conclusion, vous pourrez revenir sur des choses qui ont été évoquées par chacune et chacun ou par des aspects que vous auriez voulu développer plus longuement dans les thèmes précédents. Mais c'est sûr que la conclusion va porter surtout essentiellement sur pourquoi on devrait voter pour votre parti. Mais avant, il nous reste un dernier thème, et non le moindre, un thème qui est de plus en plus d'actualité, c'est celui de l'environnement. L'environnement, je reviendrai dans quelques secondes sur toute la question du changement climatique, parce que quand on pense environnement, on pense beaucoup de l'impact du changement climatique. Mais au-delà de ça, l'environnement, ça touche notamment, et là, il y a un lien à faire avec la santé, avec la pauvreté, des discussions qu'on a eues plus tôt, la qualité de l'air. Dans la grande région de Québec, c'est un sujet qui est très d'actualité, celui de la qualité de l'air. Mais si vous suivez l'actualité un peu partout au Québec, on a juste à penser à ce qui se passe en Abitibi. Donc, c'est sûr que la qualité de l'air est particulièrement significative pour vivre en santé. Et quand on habite en périphérie des zones plus menacées en termes de qualité de l'air, ben, ça peut avoir des impacts plus importants sur la santé. Et très souvent, les gens qui demeurent dans ces zones-là sont souvent elles-mêmes des personnes plus en situation de pauvreté. La santé publique attirait l'attention dans un rapport il n'y a pas tellement longtemps autour de la qualité de l'air dans les quartiers centraux de Québec sur la question du cumul des risques environnementaux pour les populations à plus faible revenu. Par ailleurs, on sait aussi que l'impact des changements climatiques se fait sentir de façon plus importante chez les gens en bas d'échelle. On a juste à penser à tout le phénomène des îlots de chaleur dans les concentrations urbaines ou dans les épisodes les plus importants de chaleur extrême dans les dernières années. On a vu des augmentations de mortalité dans les zones où il y a des îlots de chaleur et ça concerne particulièrement, notamment les aînés qui sont des fois captifs dans leur logement. Donc, ce thème-là de l'environnement, certains disent que c'est un thème qui n'a pas suffisamment été traité pendant la campagne électorale. C'est pas juste un thème qui touche les générations à venir. On dit beaucoup que l'environnement, on pense aux générations à venir, on a raison de le faire, mais les enjeux environnementaux touchent aussi les aînés et rappelons qu'au premier chef, les aînés sont souvent celles et ceux qui se préoccupent aussi des générations à venir parce que ce sont leurs propres enfants et petits-enfants. Donc, sur le thème de l'environnement, quelle est la vision des enjeux? Quelle est la vision de votre parti par rapport aux enjeux et qu'est-ce que vous entendez faire? Je commence par M. Simard, Coalition Avenir Québec. Alors, M. de Coninck, je souscris, dis-je, totalement à vos propos lorsque vous dites que nos aînés sont préoccupés par les enjeux environnementaux. J'ai visité beaucoup de RPA, de RI, de CHSLD. Je suis fréquemment avec les clubs de l'âge d'or, de la FADOC, et je me rends compte à quel point c'est une préoccupation qui est constante à leur esprit. Et puis, il y a bien des façons d'aborder le sujet, mais vous me permettrez peut-être de le focaliser sur des enjeux plus locaux qui me rejoignent. Alors, vous savez que nous avons annoncé, et ça aussi c'est une promesse phare, d'accroître l'accès aux espaces verts. C'est vraiment une volonté de la CAQ, non seulement en ayant plus de pourcentage de notre territoire qui est dédié à la création de parcs nationaux, mais je vous donne un exemple très concret. Chez nous, à Québec, nous nous sommes engagés pour réaliser la phase 4 Samuel de Champlain. Avoir davantage accès à notre fleuve, c'est une composante très importante de notre plateforme régionale parce que vous savez qu'on a vraiment déposé une plateforme globale pour la grande région de Québec. Et donc, cette phase sera elle-même sous-divisée en 4 phases. C'est la plus longue à elle seule. À elle seule, elle fait à peu près 12 km. Elle est aussi longue à elle seule, j'allais dire, que les 3 autres qu'on a déjà terminées, parce que, comme vous le savez, on a réalisé, elle est pratiquement terminée, la phase 3. Donc, on est vraiment prêt à mobiliser tous les acteurs du milieu. La Ville de Québec a une partie de solution, le ministère du Transport a une partie de solution, la société civile a une partie de solution, la Commission de la capitale nationale a une partie de la solution, la CEPAC ou la Chute Montmorency également une partie de la solution. Il faut mettre tout ce monde-là pour remettre à jour
nos projets concernant la phase 4, en comportant bien sûr, en intégrant la sortie du tunnel du 3e lien du frein Montmorency et en intégrant également le projet Innovitam, qui est sans contredit un des projets, un des éco-quartiers industriels qui s'annonce comme être un modèle à travers le monde et qui véritablement a des caractéristiques très poussées sur le développement durable et l'environnement. Vous savez, on va focaliser sur la thématique de la santé dans ce projet Innovitam. Donc, grosso modo, réaménagement, penser, idéaliser la phase 4. Je ne sais pas combien de temps exactement il me reste, mais j'aimerais aborder la question de la qualité de l'air. 30 secondes. On a annoncé la création d'un groupe de travail qui, en décembre prochain, c'est dans les semaines qui viennent, un groupe de travail composé de scientifiques indépendants pour analyser la composition de la pollution atmosphérique dans le quartier de Limoilou, parce qu'on n'en a pas exactement encore la certitude. Donc, s'il y a du nickel, quelle source de nickel? Est-ce qu'il y a de la pollution qui émane de l'incinérateur, du transport routier très lourd? On va donc... de l'activité industrielle à Limoilou. Donc, on aura un rapport et conclusion. On aura des actes de ce rapport dès le mois de décembre. Merci, M. Excusez-moi, je vais fermer mon micro. Madame Bélanger, 3 minutes sur le thème de l'environnement. Oui, je vais réagir un peu aux propos de mon collègue de la CAQ. Parce que quand on dit qu'on n'a pas de certitude à savoir s'il y a des enjeux au niveau de la qualité de l'air, il y a eu une forte mobilisation citoyenne dans la ville de Québec, particulièrement à Limoilou, encore plus dans le vieux Limoilou. Il y a des analyses d'air qui ont été faites. Pour moi, il n'y a plus de questions à se poser. Là, on est rendu à agir, mais alors qu'on aurait pu s'attendre à une collaboration de la CAQ sur cet enjeu-là, parce que la qualité de l'air, c'est tellement fondamental pour notre santé, bien, au contraire, ils sont allés rehausser la norme de nickel, qui est un des polluants dans l'air, en permettant, dans le fond, aux industries de polluer davantage, finalement. Donc, pour moi, c'est très choquant d'entendre ça. Pour Québec solidaire, c'est sûr que nous, on est le parti de l'environnement. C'est quelque chose qu'on porte de longue date. C'est pas nouveau dans cette élection-ci pour nous. La crise climatique, pour nous, c'est réel. Puis comme vous l'avez dit, M. Deconinck, c'est quelque chose qui nous frappe pas tous de la même façon. Donc, il y a des groupes de la population, souvent les personnes les plus pauvres, beaucoup des personnes âgées qui vivent dans les îlots de chaleur et qui, chaque été, leur santé est mise en péril par les enjeux environnementaux. Donc, c'est quelque chose auquel on doit faire face. Et pour l'avenir également, comme on le nomme souvent, parce qu'on veut léguer à nos enfants, nos petits-enfants, un milieu de vie qui va être, somme toute, sain, respirable. Donc, Québec solidaire s'est engagé avec le plan Vision 2030, comme je vous le nommais, à plusieurs actions pour lutter contre la crise climatique. On propose toutes sortes de choses, mais je vais peut-être aller sur l'accès aux fleuves parce qu'on en a parlé tantôt et je pense que c'est une des façons importantes qui, à la fois, nous donne l'accès à la nature, qui va protéger les battures du fleuve Saint-Laurent parce que toute notre région est bordée par le fleuve, mais ce que Québec solidaire propose, c'est ce que les résidents-résidentes demandent de longue date, c'est-à-dire une promenade linéaire, comme on a du côté du boulevard Champlain, donc où on va pouvoir aller à pied, en vélo. Et pour faire ça, la seule façon possible, c'est de transformer l'autoroute du frein Montmorency en boulevard urbain. Or, ce que M. Simard ne nommait pas tantôt, c'est que la CAQ va maintenir cette autoroute-là qui cicatrise nos quartiers, qui a entraîné le déclin de certains quartiers dans la ville de Québec. Et la CAQ, donc, va maintenir ça et en plus va amener encore plus d'affluence de trafic avec le 3e lien. Donc, pour moi, ça, c'est complètement contraire à l'idée de faire face à la crise climatique. Donc, je vous invite à aller voir notre plan Vision 2030 pour voir tous les détails de notre plan de lutte au changement climatique. Merci, Mme Bélanger. Alors, la parole est maintenant à vous, Mme White, 3 minutes sur les enjeux associés à l'environnement. Je vais en profiter pour faire comme M. Simard puis souligner que je suis totalement d'accord avec vous, M. Deconinck.
c'est pas vrai que l'enjeu de la lutte au changement climatique, de l'environnement, c'est juste l'enjeu de la jeunesse. Oui, ça attire un public jeunesse, mais c'est l'enjeu de tous. Et les aînés sont de plus en plus sensibilisés, de plus en plus intéressés. Moi, je m'en fais parler au jour le jour, puis je trouve ça bon de voir ça. C'est l'équité intergénérationnelle, c'est une des valeurs de notre parti. Et c'est intéressant de voir ce transfert-là. Pour nous, au Parti libéral, c'est important de voir l'environnement comme pas en opposition avec le développement économique. Il faut qu'on trouve des solutions que les deux peuvent aller de pair parce qu'on a besoin du développement économique pour avoir de l'argent, pour payer nos services, etc. Ceci dit, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse mieux. Le dossier de la qualité de l'air, c'en est un. M. Simard parle d'un rapport. Très bien de faire un rapport scientifique. On aime ça, les rapports scientifiques. Nous, d'ailleurs, on aurait aimé ça en avoir un pour le 3e lien. Hein? Mais un rapport scientifique, c'est bien, mais pas après avoir augmenté la norme. Il aurait fallu l'avoir avant de prendre une décision pour augmenter la norme. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut qu'on fasse mieux, qu'on prenne des décisions basées sur la science, qu'on travaille avec les entreprises, avec le secteur pour trouver des solutions qui sont plus respectueuses de l'environnement et qui vont nous amener vers la lutte au changement climatique. Aussi, qu'on ait un grand chantier, notamment d'efficacité énergétique au Québec, pour transformer tous nos systèmes, notamment nos édifices. On a beaucoup d'édifices qui sont encore alimentés aux énergies fossiles. Ça, c'est des choses qui sont... On a aussi beaucoup de travaux à faire pour améliorer cette efficacité énergétique-là. C'est des choses que tout le monde peut participer d'une façon qui est relativement facile, je ne vais pas dire facile, mais qui est assez concrète, à très peu de coûts avec l'aide du gouvernement. Puis aussi, de notre côté, bien évidemment qu'on appuie la demande de l'UMQ pour avoir un pacte vert pour aider les municipalités à s'adapter au changement. Voilà. Merci beaucoup, Mme White. Alors, sur le dernier thème, donc celui de l'environnement, la parole est à vous, M. Rodrigue, pour 3 minutes. Merci. Nous, au Parti québécois, on a un plan global de réduction des gaz à effet de serre de 45 % d'ici 2030. On a inclus là-dedans un budget carbone pour les grands pollueurs, les individus, les compagnies, les grands pollueurs. On demande une réévaluation aux 6 mois de ce budget-là pour être sûr qu'on est sur la traque. Et on a en particulier là, proposé l'élimination de poisons dans l'environnement comme les glyphosates, ça c'est le Roundup, ou les néonicotinoïdes. Ça, c'est ce qui tue les abeilles notamment. C'est un plan qui ne repose pas sur des changements de comportement, comme on pourrait dire, qui sont plus difficiles à prévoir. Donc, on pense par ailleurs qu'on devrait soumettre tous les projets du gouvernement là, à une approbation climat. Présentement, il y a le ministère de l'Environnement, puis tous les autres ministères tirent dans tous les sens. Donc, il faudrait qu'il y ait vraiment là, une cohésion au niveau du gouvernement comme tel. On pense aussi que, puisque les transports là, causent 45 % des gaz à effet de serre, qu'il y aurait vraiment une intention d'agir à ce niveau-là. Puis si on était en personne à côté de vous, ben, je pourrais vous donner une passe climat là, comme tel. On pense que le gouvernement sortant n'a pas la bonne orientation pour ce qui est de réduction des gaz à effet de serre. Si on met des autos électriques partout pour remplacer les autos à essence, il faudra créer de nouveaux barrages, il faudra maintenir des structures là, de transport, là, des routes, là, comme on veut faire justement à Québec. Là. Donc, il faut vraiment changer la donne comme telle si on veut là, arriver à nos fins. Depuis 1980, la température de la planète a monté de 1,2 degrés Celsius. On s'aperçoit qu'au cours des dernières années, la courbe devient presque exponentielle. Donc, il y a vraiment quelque chose de différent. Et si vous regardez l'Institut de l'énergie, le Brisson, je pense que c'est ça à Montréal, il dit que le plan, effectivement, là, du Parti québécois est le meilleur de tous ceux qui sont présentés aujourd'hui dans la campagne électorale. Merci. Merci beaucoup, M. Rodrigue.
Alors, on a abordé donc les thèmes principaux qui avaient été retenus par les organisateurs, les bénévoles de la QDR, celui de la santé, celui du logement, celui du transport collectif, la pauvreté des aînés, l'environnement. Il y en aurait d'autres, bien sûr. C'est la nature de ce genre d'exercice de devoir se limiter dans le temps. Il a quand même déjà duré un certain temps. Ça va bientôt faire dans 17 minutes, là, ça fera 2 heures que nous sommes ensemble. Donc, il nous reste un dernier thème ou un dernier tour de table. C'est la conclusion. Et essentiellement, c'est sûr que je m'adresse à chacun de vous 4. Vous pouvez bien sûr décider de revenir sur des choses qui ont déjà été abordées, mais essentiellement, l'objectif d'un exercice comme celui qui est organisé par la QDR, c'est de faire en sorte que ses membres, ceux qui assistent aujourd'hui et ceux qui vont écouter ce débat-là en ligne, qui vont soit aller voter le week-end prochain, parce que vous savez que le vote anticipé commence la fin de semaine qui s'en vient, 25-26, si ma mémoire est bonne, et surtout le 3 octobre, qu'ils fassent un choix éclairé. Et donc, la question là, qui pourrait colorer votre conclusion, c'est pourquoi devrions-nous voter pour un candidat ou une candidate de votre parti à l'élection du 3 octobre. On va commencer, et là, je vais être assez strict sur le 3 minutes. On va commencer par Mme Bélanger. Ce sera ensuite Mme White, ensuite M. Rodrigue, et on terminera avec M. Simard. C'est la loi du hasard. Alors, Mme Bélanger, 3 minutes en conclusion. Pourquoi devrions-nous voter pour Québec solidaire? Merci. Bien, Québec solidaire, c'est le parti de l'environnement, de la démocratie, de la justice sociale. Québec solidaire, c'est le parti de l'avenir, mais qui veut miser sur nos réussites du passé. Donc, de quoi on est fier quand on pense à l'histoire du Québec? On est fier des actions progressistes qu'on a mises en place. On est fier d'avoir mis en place des CLSC. On est fier de notre réseau de CPE. On est fier de la Régie de l'assurance maladie du Québec. On est fier des cégeps et de la démocratisation des études. Nous, ce qu'on propose aux Québécois et aux Québécoises, c'est de renouer avec les grands projets de société pour faire face aux différentes crises actuelles. Donc, on parle de la crise environnementale, qui est la crise du siècle probablement. On parle de la crise du coût de la vie et on parle de la crise du système de la santé. Donc, on vous invite à voter pour Québec solidaire puis à faire en sorte qu'on change d'air. On a des candidats, candidates qui sont de tous les âges, de toutes les nationalités, de toutes les couleurs, de toutes les identités. C'est vraiment le parti du vivre ensemble, Québec solidaire. Ensemble, on va construire cette nouvelle société dans laquelle on veut aller, une société qui est plus juste, une société où il n'y a plus de pauvreté. Donc, ce ne sera pas facile, c'est un chemin. Et la plateforme qu'on vous propose pour 2022, bien, c'est nos propositions pour un premier mandat. J'ai envie de vous dire, Québec solidaire, c'est la seule alternative à la CAQ. On a démontré avec nos 10 députés solidaires qu'on est capable de mener de front des grandes luttes, de tenir tête à la CAQ et d'aller vers plus de justice sociale et vers des projets qui sont plus écologiques. Dans la région de Québec, avec Sol Zanetti, avec Catherine Dorion, on l'a démontré également. On a Étienne Grandmont qui se présente dans Tachereau. C'est un professionnel des transports collectifs. Donc, je pense que ça vaut la peine de voter pour les candidats, candidates solidaires. Et dans toutes les autres circonscriptions, je ne les nomme pas, mais c'est des candidats, des candidates extraordinaires qui ont toutes sortes d'expertise. Donc, c'est vraiment des personnes de confiance. Et moi, je suis très fière de l'équipe qu'on présente. J'ai envie aussi... Oui, je regardais mes petites notes, je suis désolée. Mais bref, puis donc voilà, c'est ce que je vous propose d'aller. C'est rare que je ne vais pas jusqu'à la fin de mon temps, mais ce sera ça pour cette fois-ci. On pourra me donner ça, j'aurais été concise. Voilà. Merci, Mme Bélanger. Alors, je vous retourne la question maintenant, Mme White. Pourquoi, en 3 minutes, devrions-nous voter pour le Parti libéral du Québec? Parce que le Parti libéral, c'est le parti le plus inclusif. Le parti qui veut pas qui veut qu'on arrête de se chicaner, arrêter d'opposer les aînés aux plus jeunes. Québec, Montréal, les immigrants, les non-immigrants. On veut trouver des solutions concrètes pour la vraie vie. Notre plateforme électorale est articulée autour d'une grande priorité, l'économie. L'économie pour être capable de redonner.
On est le seul parti qui a des valeurs fondamentales qui basent toute notre action politique. La justice sociale, l'équité intergénérationnelle, c'est le centre de ces éléments-là. Donc, nous, on veut être capable de faire face à la hausse importante du coût. On a développé une série de mesures pour vous aider. On a aussi un grand plan en matière de main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est important, on n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais pour aider à avoir les services dont vous avez tous et toutes besoin, il faut plus de main-d'œuvre partout, que ce soit dans les services publics, mais aussi dans les commerces, dans les entreprises, dans les restaurants. C'est nécessaire pour tout le monde. On a à notre tête une chef qui est dynamique, qui est dévouée, qui est résiliente. Et avec toute l'équipe qu'on a, qui est à la fois composée de gens d'expérience, de gens plus jeunes, comme moi, on a un spectre de qualité, des expériences des gens en matière d'économie, dans l'éducation, en santé. Ça fait la richesse de notre parti. Ça a toujours fait la richesse de notre parti. Je pense aussi qu'il faut qu'on se donne une voix forte à l'Assemblée nationale, une voix qui va nous permettre de ramener certains enjeux de l'avant. Et c'est ce que je compte faire avec mes collègues de la grande région de Québec dans les prochaines semaines, en espérant que vous votiez pour nous le 3 octobre prochain. Merci. Merci beaucoup, Madame White. Alors, 3 minutes pour conclure, Monsieur Rodrigue, et répondre essentiellement à la question « Pourquoi devrions-nous voter pour le Parti québécois? » Votre micro à nouveau. Là. OK, merci. Écoutez, je vais revenir brièvement sur maltraitance versus négligence. Je n'ai pas absolument rien contre le concept de maltraitance. Je voulais seulement dire que le gouvernement fait fausse route. Il devrait s'occuper de la négligence. Si vous le savez, peut-être ou non, Mme White, il n'y a personne pour évaluer s'il y a effectivement de la négligence ou non dans les CHSLD. Donc, j'ai absolument rien. Et je vous dis d'ailleurs que le Parti québécois veut, pour les personnes âgées, créer un poste de protecteur des aînés, entièrement indépendant du réseau de la santé. Son mandat, c'est de limiter et de prévenir le plus possible la maltraitance, quel que soit le visage qu'elle emprunte. Ceci étant dit, le Parti québécois vous propose sa plateforme « Vivre et vieillir avec dignité », qui comprend 4 axes. Le maintien à domicile, c'est-à-dire bonifier les programmes pour les maisons bigénérationnelles, les modifications de maisons, bonifier le service, les soins à domicile, les triplés, augmenter de 20 à 50 les soins de longue durée qui sont consacrés aux soins à domicile, favoriser la mixité sociale, c'est-à-dire améliorer le mobilier urbain pour permettre une meilleure mobilité des personnes à mobilité réduite, améliorer l'accès à l'université du 3e âge, favoriser le mentorat des personnes âgées. Le Parti québécois propose par ailleurs la protection des aînés avec ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est-à-dire créer un poste de protecteur des aînés et prévoit aussi, s'il vient au pouvoir, de déclencher immédiatement une commission d'enquête publique pour la gestion de la pandémie pour savoir qu'est-ce qui est arrivé précisément au CHSLD parce qu'on nous dit que personne n'est responsable présentement. Et finalement, mettre fin à l'appauvrissement, comme on parlait tout à l'heure, avec les mesures que vous nous avez proposées. Je vous invite donc, chers auditeurs, auditrices, à aller regarder notre plateforme. Et en plus, nous, on prône l'application de la loi 101 au Cégep pour la protection du français. La Fédération des professeurs de Cégep a conclu qu'effectivement, c'était une mesure importante pour protéger le français. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je ne suis pas contre l'anglais. Je parle anglais et l'espagnol à mes patients quand je les rencontre, mais je suis pour le français. Et je pense que dans le contexte actuel, le gouvernement sortant va probablement revenir au pouvoir, mais ça va prendre une opposition forte et nous serons là pour défendre vos intérêts. Merci beaucoup. Merci, M. Rodrigue. Alors, M. Simard, la parole est à vous. En conclusion, pourquoi le 3 octobre devrions-nous voter pour la coalition Avenir Québec? Bien, parce que, comme mon père me disait, on reconnaît un arbre à ses fruits. Les maisons des aînés, c'est un héritage exceptionnel. On reconnaît la force d'une société
à travers la façon dont elle s'occupe de ses plus vulnérables. Et c'est ce qu'on veut faire avec nos maisons des aînés, bien s'occuper des personnes les plus vulnérables. Et j'invite M. Rodrigue à se promener à Saint-Hilarion, dans son comté de Charlevoix, et dire à ses électeurs qu'il ne veut pas de maison des aînés à Saint-Hilarion. J'ai hâte de voir la réaction qu'il recevra. On reconnaît un arbre à ses fruits aussi dans le corpus législatif que la CAQ a mis de l'avant au cours des 4 dernières années. Je n'ai pas eu le temps de vous parler de notre loi sur les proches aidants, qui est perçue à travers le monde comme une des lois les plus progressistes, qui reconnaît la personnalité juridique des proches aidants, qui veut soutenir leurs efforts à travers notamment un doublement des crédits d'impôt et la création d'un observatoire québécois de la proche aidance. On reconnaît aussi un arbre à ses fruits dans la manière dont François Legault, comme chef de l'État du Québec, a traversé la tempête qui s'appelle la pandémie. Qui aurait pu faire autant que François Legault? On reconnaît aussi un arbre à ses fruits dans la façon dont François Legault a construit sa plateforme électorale. Vous avez vu au cours des 2 dernières heures la manière dont se décline la façon dont la CAQ voit la place des aînés dans la société québécoise. Pour nous, dans le mot « vieillir », il y a d'abord le mot « vie ». On veut soutenir la qualité de vie de nos aînés. Et je conclurai sur le fait qu'une société ne peut pas se gérer à travers les extrêmes. C'est peut-être bon pour l'équipe médiatique, mais lorsqu'on se présente comme chef d'État, c'est pas juste pour faire plaisir aux gens qui sont très à gauche ou ni pour faire plaisir aux gens qui sont très à droite. On bâtit une société dans le centre et dans l'équilibre, dans le gros bon sens, et c'est ce que propose François Legault et ses candidats à travers la CAQ. Je vous remercie. Je vous encourage tous à aller voter et, comme on pourrait dire, continuons. Merci beaucoup, M. Simard. Je vous invite à rester tous les 4, là, mais on va bientôt mettre fin au webinaire. Je tiens à vous remercier, chacune et chacun de vous 4. Je le rappelle, Annie-Pierre Bélanger pour Québec solidaire, Julie White pour le Parti libéral du Québec, Jean-François Simard pour la Coalition Avenir Québec et Lucien Rodrigue pour le Parti québécois. Je l'ai dit en introduction, d'ailleurs, je m'excuse en passant aussi, il y a eu des petits problèmes de micro au début, mais heureusement qui ont été réglés. Je l'ai dit en introduction, puis les débuts de la campagne l'ont illustré, puis je pense que chacun des 4 candidats pourrait vous le confirmer. C'est quelque chose se lancer en politique, c'est quelque chose faire une campagne, c'est exigeant, c'est stressant. La campagne 2022 s'est des fois déroulée de façon un petit peu plus, je cherche des mots polis, tout au moins tendue. La société était un peu plus polarisée. C'est pas quelque chose qu'on a eu le temps d'aborder dans le débat aujourd'hui, mais je suis certain que chacun de vous 4 a vu au moins une de ces pancartes abîmées, voire des graffitis. C'est juste un épiphénomène. Donc, ça prend des femmes et des hommes engagés, voire courageux pour se lancer en politique. Alors, merci. Et un exercice comme celui d'aujourd'hui, encore une fois, est exigeant et on le sait, stressant. On pense que ce sont des professionnels de la politique. On devient professionnel à l'usage, mais alors, merci encore une fois à vous 4. Merci à l'Association québécoise de défense des droits des retraités de la région de Québec pour un exercice citoyen extrêmement important. La démocratie, c'est une richesse, mais la démocratie, elle a besoin d'éclairage pour se réaliser dans toute sa... Et des exercices comme celui d'aujourd'hui, c'est pour vous permettre de faire, on l'espère, le choix le plus éclairé qui correspond à vos valeurs, à vos préoccupations. Certains d'entre vous y avaient donc assisté. On vous encourage, si vous avez trouvé ça intéressant, le bouche à oreille est fort. Sur le site de la QDR, bientôt, vous verrez un hyperlien, donc www.aqdr. Mais de toute façon, je pense que l'adresse est dans le chat. Félix l'a inscrit. Et sinon aussi, on a les adresses courriels de celles et ceux qui se sont inscrits. Donc, cette vidéo-là va tourner et va rester en ligne même après l'élection. Alors, si chacune et chacun d'entre vous, si ça vous tente de revenir sur vos propos antérieurs, vous y aurez accès. Alors, pour la suite des choses, je vous souhaite bonne chance à chacune et chacun d'entre vous, Mme Bélanger, Mme White, M. Simard et M. Rodrigue, et à la QDR, encore une fois, grand merci, et à toutes celles et ceux qui étaient ici avec nous en ligne. N'oubliez pas,
d'aller voter. C'est un moment important. C'est ce qui fait la différence d'une démocratie par rapport à toutes sortes d'autres sociétés. Merci. Bonne fin d'après-midi, tout le monde. Merci. Merci. Au revoir.